séance. Bonjour à toutes et à tous. De la couverture du narcotrafic à la couverture mobile, il y a 1000 pas. Et merci beaucoup d'assurer la transition, d'être là, d'avoir trouvé votre place. Nous allons démarrer dans quelques instants cette thématique, découvrir plutôt ou approfondir cette thématique de la couverture du numérique du territoire. Encore un effort. Voilà, on va comprendre un petit peu plus tard ce que ça signifie avec bien sûr des intervenants que je vais vous présenter. Je vais les aider à se lever même pour que vous les identifiez très très vite afin qu'ultérieurement vous puissiez vous adresser à eux hors plénière. Nous allons parler de très haut débit, de raccordement complexe qui concerne malgré tout les maires, de 4G, de New Deal et éventuellement d'ailleurs si vous en trouvez l'énergie, le temps de résistance de ces réseaux de communication aux aléas climatiques. Nos deux présidents de séance 3.0 sont là. Frédérique Charpenel, bonjour madame, elle est ici. Bonjour à tous. À ma gauche, elle sera un peu la voix des territoires. La voix de l'AMF suivra, même si on a deux maires en l'occurrence. Vous êtes maire de Souston, c'est dans le 40, dans les Landes. Et Michel Sauvade, voilà, qui est une mémoire de l'AMF, maire de Marsac. Il y a un petit ajout, mais je l'oublierai. Et vous êtes, Michel, vice-président de la commission numérique à l'AMF, qui est co-président, puisqu'on a le collègue... Patrick Molinoz. Moi, je suis en charge des infrastructures et le collègue est en charge des usages et de l'inclusion numérique. Autre sujet pour les élus. Voilà, et je vous précise, madame, monsieur, les présences ici. Alors, je vous propose qu'ils se lèvent très simplement, mais sans micro. Ghislain Eudes, il est de l'ARCEP. Salut. Directeur fibre, infrastructure et territoire, l'ai-je bien dit. Nicolas Guérin, c'est un ordre pseudo-alphabétique. Bonjour Nicolas. Vous êtes secrétaire général d'Orange et également président de la Fédération française des télécoms. Zacharia Layan, je crois qu'il est de ce côté-là. Bonjour à vous. Ça va de A à Z avec vous, directeur des programmes mobiles et THD à la NCT, donc la grande agence de soutien des collectivités. Et puis, enfin, ça vous va? Oui? Une grande agence, hein, on peut le dire. Bonne chance hein, s'il faut défendre vos budgets. Et Antoine Jourdan, sous-directeur des communications électroniques au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Voilà, on a pu décrire tout ce libellé. Mon nom est Bruno Leprat. J'animerai, je minuterai vos échanges. J'écris pour Maire de France qui est sous mes yeux. Là, je suis du Loir-et-Cher. Marc Ferracci, notre ministre, néo-ministre d'ailleurs, sera là dans 1 heure précisément. Donc vous aurez l'occasion, à travers une curation par Michel, de le questionner directement, de peut-être qu'il se préoccupe soit de la politique générale française, soit de la politique qui est appliquée autour du numérique dans votre commune ou dans votre interco. Michel, c'est le moment d'accueillir de façon plus formelle et chaleureuse notre public. C'est parti. Bien, écoutez, effectivement, au nom de l'AMF, je suis vraiment très heureux de vous accueillir tous ici avec une pensée particulière pour mes amis du Livradois dans le Puy-de-Dôme. L'AMF couvre la totalité du territoire national. On a l'habitude de dire que la meilleure couverture du territoire national est assurée par les communes puisque nous couvrons 100% du territoire et ce depuis plusieurs siècles. Voilà le premier point. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans une société qui est de plus en plus numérisée. Et cette société de plus en plus numérisée, au fur et à mesure que la couverture du territoire s'améliore et au fur et à mesure que nos besoins sont de plus en plus importants, eh bien, nos concitoyens vont où? Et en particulier, lorsque ça ne marche pas suffisamment bien, ils vont dans nos communes, ils vont voir le maire et ils vont dire au maire, mais... qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait? Je ne peux pas utiliser mon mobile, je ne peux pas utiliser la fibre puisqu'elle n'est pas là, etc. Donc le but de cet atelier, en réalité, il est double. Il est d'une part de remonter le ressenti des élus de terrain que nous sommes tous, et Frédéric aura ce rôle plus particulièrement, et ceci va permettre de nourrir la réflexion que nous avons dans les échanges avec nos partenaires. Je dis bien nos partenaires parce que qu'il s'agisse des services de l'État, qu'il s'agisse de l'autorité de régulation,
qu'il s'agisse des opérateurs, ce sont des partenaires. Nous avançons tous dans le même sens avec les autres associations d'élus. C'est un partenariat vraiment actif, exigeant de part et d'autre. Nous sommes respectueux des enjeux économiques. Nous sommes, nous, en charge de l'aménagement de nos territoires et nous le ferons. Donc, apport d'information de la part des maires, information des maires par ce qui se fait de mieux dans les différents sujets que nous allons avoir à traiter. Et au contact du terrain, Frédéric sera votre rapporteur en quelque sorte et se fera l'écho des préoccupations que vous allez exprimer ici. Frédéric. Merci Michel de m'avoir donné l'occasion de coprésider cet atelier avec toi au sein de l'AMF. Je sais que c'est un sujet qui est particulièrement au cœur de nos préoccupations et qui devrait peut-être pas l'être à nous maires parce qu'on n'est pas des pros du numérique et puis ce n'était pas notre compétence. On parlait beaucoup hier des compétences générales. On a aussi des compétences facultatives qui nous arrivent sur un coin de bureau ou parce que, en effet, un de nos habitants a un souci et sur tous les soucis, de toute manière, la première porte, c'est la porte des maires. Le numérique, tu le disais, faisait partie de toute notre vie. J'en veux pour preuve que tout à l'heure, je demande à une de mes adjointes, elle est habituée, si elle peut porter mon sac, et je lui ai dit tout de suite, mais par contre, je garde mon téléphone. Et on ne sait plus faire sans le téléphone dans la poche. Moi, j'écris mes discours sur mon téléphone. On ne fait plus que appeler son téléphone. Mais c'est vrai que moi qui parcours quand même, je suis conseillère régionale aussi, l'ensemble des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine, la première région agricole et plus grande de France, je peux constater que quand je parcours et je fais beaucoup de voitures, je suis assez énervée quand ma conversation se coupe parce qu'on a encore des zones blanches sur l'ensemble de notre territoire. Donc je crois que ça va être le sujet. Mais le plus gros sujet aujourd'hui qui est d'actualité, c'est la fibre. Moi, je me souviens que quand on a fait des réunions publiques pour dire comment allait se déployer la fibre sur notre territoire, on a eu énormément de monde. Et j'ai l'impression, mais ce n'est pas qu'une impression, qu'aujourd'hui, le très haut débit, pour les citoyens, c'est aussi important que l'eau et l'électricité. Et qu'aujourd'hui, si on en est à la fin, mais on ne pourra pas se dire et se satisfaire, et moi c'est ce que je dirais au ministre de votre part, c'est qu'on ne pourra pas se satisfaire d'un réseau à 98% qui soit couvert. Parce que les gens qui viennent nous voir en mairie, ils ne comprennent pas qu'ils soient en réseau complexe, en prise complexe. Déjà, moi je ne savais même pas ce que ça voulait dire quand j'ai lu ça sur les belles publications que je lis sur le numérique. Mais pas compréhensible de dire que moi je ne vais pas pouvoir parce que je suis au fond de la forêt, parce que j'ai un propriétaire qui ne veut pas que la fibre passe chez lui et que je suis derrière, qu'on me dise écoutez c'est pas grave mais vous aurez le satellite, il y a Elon Musk qui a la solution pour vous et donc vous allez prendre le satellite. Donc ça c'est des réponses qui ne sont pas entendables et que nous ne pouvons pas donner aux citoyens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend notre téléphone, moi j'appelle le SIDEC parce que c'est l'opérateur sur les Landes, qui appelle NATHD, qui me rappelle et qui me dit voilà il y avait Orange, mais nous on ne peut pas perdre, enfin, c'est pas perdre notre temps, mais c'est pas dans notre compétence de faire ça en tant que maire. Donc voilà. L'état d'esprit. Un peu. J'ai peut-être anticipé les questions, mais si vous étiez timide, voilà les premières questions que moi je voulais transmettre en votre nom. Mais soyez bien sûr et certain que la parole est libre et qu'elle est faite pour ça et qu'on l'a conçue comme ça avec Michel. Merci. Est-ce que vous pensez, madame, qu'aujourd'hui, un ministre qui a une force d'impulsion, même s'il vient d'arriver dans une position de gouvernement, est au courant de ce qui se passe sur le terrain ou bien il y a des filtrages et auquel cas il est important que cette parole directe lui soit adressée? Moi, je crois que ça fait depuis que je suis élue que je viens au Congrès des maires et je crois que c'est un moment privilégié pour nous élus et il faut qu'on prenne la parole. C'est pas toujours facile, mais c'est un moment privilégié pour accoster ou en tout cas transmettre les difficultés de terrain à nos ministres, à nos députés, à nos sénateurs. Et j'ai eu j'étais déjà quand j'étais adjointe au maire, une fois j'avais posé une question. C'était sur le photovoltaïsme. J'étais étonnée. Le préfet, 3 semaines après, me dit c'est vous qui avez posé la question au Congrès des maires. Et donc, il devait
remonter aussi la problématique que j'avais énoncée de manière très brève. Mais moi, j'ai toujours vu que ce qui était dit ici au Congrès, en tout cas, a été étudié après. Donc, n'hésitons pas à porter la parole. Michel Sauvat, vous souhaitiez qu'on démarre sur un petit quart d'heure à propos de l'extinction du réseau cuivre d'Orange. Pourquoi cet enjeu immédiat de pédagogie et d'information, d'étape? Et puis ensuite, on donne la parole à la salle ou on donne la parole tout de suite à nos intervenants, Guérin et Eudes? Oui, le décommissionnement du cuivre est extrêmement important pour nous parce que là, nous allons véritablement être en première ligne. Aujourd'hui, un nombre de plus en plus important de communes est concerné et les questions se posent en mairie sur le coût, les questions se posent également sur la complexité des raccordements, ça a été évoqué par Frédéric. Je vous propose, et je fais confiance aux intervenants, en une quinzaine de minutes pour rappeler les enjeux et les contraintes pour ce qui les concerne, ceux des opérateurs, ceux de la réglementation. J'en profite pour saluer, je l'ai perdu en cours de route, Corinne Diffante, qui est là, et donc qui est à la manœuvre pour Orange sur un dossier qui, sur ses épaules, est particulièrement lourd. Nous sommes là pour accompagner au mieux dans le cadre de nos responsabilités et de nos compétences. Nicolas Guérin, donc pour la Fédération des télécoms, qu'est-ce qui vous brûlait les lèvres? Je serais moins généreux que le collègue sur peut-être 3 à 5 minutes. Alors, là, je vais intervenir sur Orange, sur l'extinction du cuivre. Juste, ce qui me brûle les lèvres pour vous répondre, c'est déjà deux choses. Le mobile, 1,9% de zone blanche aujourd'hui, 11% en 2018. Donc on avance sur les déploiements, ça marche effectivement. Pourquoi je parle de mobile maintenant? Parce que je crois qu'il ne faut pas prendre le sujet cuivre, le sujet fibre, le sujet mobile ou le sujet satellite pour provoquer les uns après les autres, c'est un ensemble. En fait, ce qu'on est en train de faire en France, et c'est unique en Europe, c'est un plan qui doit permettre à tous nos concitoyens d'avoir des choix technologiques et surtout des débits et des services qui soient les plus étendus possibles. Donc pour ça, on doit passer sur de nouvelles technologies. La 5G, la 4G doit continuer à se déployer en matière de mobile. On doit passer à la fibre. Et donc on doit aussi décommissionner, enlever les vieilles technologies parce qu'on ne peut pas entretenir un réseau 2G, un réseau 3G, un réseau 4G, un réseau 5G, un réseau cuivre, un réseau fibre. Et pour la fibre, c'est encore plus important de décommissionner le cuivre. C'est que la fibre, elle passe au même endroit que le cuivre. Donc il faut décommissionner, comme on dit. Je sais que vous n'aimez pas les mots un peu, mais c'est décommissionner le cuivre, c'est-à-dire l'arrêter, arrêter de le vendre, et puis le démonter derrière pour que la fibre soit effectivement partout. Le réseau cuivre, c'est un réseau qui a 50 ans. Il a 50 ans, c'est les années 70. Il a été déployé à un moment où vous aviez une administration, il y avait des servitudes, il y avait des techniciens assermentés de l'administration des télécoms à l'époque qui développaient ce réseau. Donc c'était facile à développer. On n'est plus dans ce monde-là. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est une entreprise, ce sont des entreprises privées, parfois avec des collectivités dans les zones RIP qui déploient les réseaux. C'est beaucoup plus compliqué dans notre monde aujourd'hui que dans le monde d'autrefois de déployer les réseaux. Et surtout, on l'a fait de déployer les réseaux et de retirer les vieux réseaux. Le réseau cuivre, il est à 50 ans, mais il a connu énormément de vie. Il a connu au début, il servait à la téléphonie fixe, ensuite il a servi à Internet bas débit, et puis à partir des années 2000, à l'ADSL. C'est un réseau qui est électrique. C'est important de le dire. Le réseau fibre qui va le remplacer est un réseau qui utilise la lumière, qui porte les données à la vitesse de la lumière. Donc il consomme beaucoup moins d'énergie, il est beaucoup plus efficace, il est aussi un tout petit peu plus fragile, parce que la bonne paire de cuivre enrobée de plastique ou de plomb, comme on le faisait dans les années 70, ça résiste bien. Donc le réseau fibre est un tout petit peu plus fragile, il se déploie de manière très différente, et il se déploie, encore une fois, dans un contexte juridique, économique, qui est très différent de la grande époque des années 74. Voilà, donc la dynamique de la fibre, elle a été engagée dans un plan unique, qui est un plan qui a été porté par l'État à l'origine, avec les opérateurs, avec les associations, en associant les collectivités, et ça c'est unique. C'est unique, ça ne s'est vu nulle part. Nous, on est présents dans 6 pays européens. Dans ces pays-là, ce sont les opérateurs privés qui déploient, parfois un peu de public, mais très peu. Donc c'est une chance qu'on a en France d'avoir ce plan. Quand on dit qu'on doit fermer le cuivre, vous dites c'est le plan d'Orange. Non, c'est le plan de tous. De tous, ça concerne les usagers, puisqu'on va arrêter les services pour les usagers. Ça concerne les collectivités, parce que vous êtes à portée d'engueulade pour vos concitoyens, et c'est aussi parce que ce sont les collectivités qui nous aident à déployer les réseaux et qui nous aident à démonter le cuivre. Sans les collectivités, on ne peut pas démonter, on ne peut pas faire.
Donc c'est un plan qui concerne aussi évidemment l'État, parce qu'il y a une ambition derrière, il y a une volonté de réussir, il y a une volonté d'apporter les outils de compétitivité nécessaires à la France, et il y a une volonté ici de conserver l'avantage que la France a en matière d'infrastructures numériques. Qu'est-ce que vous attendez des maires dans les prochains semestres, les prochaines années, dans ce cadre d'extinction, j'adore, on dirait une espèce protégée? Alors, pour certains de nos concitoyens, c'est justement une espèce protégée, effectivement. Parce qu'on râle beaucoup, en France, on râle beaucoup contre la qualité du cuivre, etc. Mais finalement, ce bon vieux cuivre, il ne marche pas si mal. Et quand vous avez une ligne téléphonique qui marche depuis 40 ans avec le même numéro, on n'a pas envie de changer. Quand vous êtes une entreprise qui utilise le cuivre et ça marche parce qu'elle arrive à transmettre ses données, vous n'avez pas envie de changer de technologie. On vient vous dire, faut changer parce que ça va plus vite, parce que ça permet de faire mieux. Mais moi qui veux utiliser le téléphone, moi qui ai un Internet classique qui me va, moi qui regarde la télé, ChatGPT, l'IA, ces sujets-là, est-ce que c'est ma préoccupation? Puis alors quand on vient, il y a des rumeurs qui se répandent sur le fait que ce sera beaucoup plus cher, que c'est beaucoup plus fragile, que ça ne marche pas, alors là... Et les maires? Donc les maires, ils sont au milieu de ça. Pardon, mais les maires ont deux rôles. Je le redis, ils ont un rôle pour nous aider. Parce qu'on a besoin des maires pour les autorisations d'intervention. Parfois, il faut couper la route. Je suis désolé, mais si on fait un trou dans la rue, il faut couper la route. S'il y a une panne, il faut qu'on soit autorisé à intervenir dans des conditions très rapides. Donc on a besoin des maires pour ça, pour l'entretien des réseaux, pour l'intervention. Et puis on a besoin des maires aussi pour expliquer à leurs concitoyens que non, ils ne paieront pas forcément plus cher, il y a des solutions, non, oui, la fibre est nécessaire, etc. etc. Et pourquoi on a besoin des maires? Parce qu'on est totalement conscient, nous on est des commerçants, nous sommes des sociétés. Dans l'esprit du grand public, on est là pour faire du chiffre d'affaires, pour vendre des services. Donc si on leur dit c'est mieux de faire ça, il y a une suspicion. Si le maire dit non, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de risque, ne vous faites pas avoir par ce type qui veut vous faire des travaux qui ne servent à rien. N'achetez pas forcément telle offre. Il y a aussi celle-là qui... je ne parle pas de tel ou tel opérateur, je parle du type d'offre. Vous n'êtes peut-être pas obligé de prendre un quadruple play, comme on dit, Internet, téléphonie, etc. Il y a aussi des offres avec que de la téléphonie classique. Les maires, on les croit. Les opérateurs, en France, on a tendance à pas toujours les croire. Donc c'est vraiment les deux rôles essentiels, communication, explication, et puis faciliter la vie au quotidien. Par pitié, ne nous compliquez pas la vie. Quand je vois que certains maires disent il faut déposer la carte d'identité d'un sous-traitant en mairie pour intervenir. Dimanche minuit, coupeur de réseau, intervention. Je sais que les maires sont là et qu'ils sont prêts à aller ouvrir la mairie, mais ça retarde. Ce n'est pas des solutions. Aidez-nous. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Tout à l'heure, vous aurez encore l'occasion de continuer de distiller quelques pastilles. Ghislain Eudes, du côté de l'ARCEP, avec ce même micro. Bonjour à vous et peut-être un mot d'accueil, mais surtout déjà le propos que vous avez envie de porter. On se téléporte tous sur 2025, 2026, à côté ou avec l'ARCEP. Oui, non, pourquoi? Merci d'abord de m'accueillir. Merci à l'AMF pour cette invitation. Ça fait 3 années déjà que moi je viens parler de ces sujets dans cette instance. Alors chaque année, la salle est de plus en plus grande. Au début, on était au sous-sol. Et puis on est monté. Donc ça montre. L'année prochaine, c'est le grand auditorium. Donc ça montre que le sujet est tout à fait important et que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur pour les maires. Donc moi je représente le régulateur, donc le régulateur des télécoms, l'ARCEP, qui dans ce sujet, dans nos sujets, vient d'abord fixer des règles du jeu et puis parfois régler des problèmes. Est-ce que c'est un régulateur heureux qui est représenté là? Alors c'est un régulateur vigilant, toujours inquiet et aux aguets du bon respect du cadre, justement. Donc, dans cette affaire de la fermeture du cuivre, le rôle de l'ARCEP, il a été d'abord de considérer, je dois peut-être dire ça, que cette fermeture du cuivre, elle est somme toute logique. On a effectivement un certain nombre d'arguments économiques, voire même en termes d'écologie qui sont incontestables, en termes de performance aussi. Et donc, néanmoins, c'est un sujet qui représente un certain nombre de questions de risques concurrentiels, parce que Orange est propriétaire de ce réseau. Orange maîtrise beaucoup de choses. Orange maîtrise les calendriers, Orange maîtrise l'ordonnancement, quelles sont les communes qui vont être concernées par cette fermeture. Et donc, il s'est agi pour nous de bien fixer un certain nombre de principes et de conditions pour cette fermeture. Alors, je ne vais pas être trop long pour rappeler celle-ci, mais tout en haut de l'édifice, évidemment, c'est la présence complète des réseaux FTTH, des réseaux en fibre qui doivent être là avant de pouvoir fermer le cuivre. Et donc ça, c'est vraiment tout en haut. C'est une condition importante et on ne ferme pas le réseau cuivre tant que la fibre n'est pas là.
Ensuite, on a plein d'autres critères qui s'imposent à Orange, et c'est pas simple pour lui, je vais y venir dans un instant, notamment sur la transparence de ce qu'il va faire, sur la communication des calendriers, sur de la prévisibilité. Il y a beaucoup de données qui doivent être rassemblées par Orange et qu'il doit partager sur cette fermeture du cuivre. C'est pas facile pour lui, parce que, en fait, la fermeture du cuivre, c'est quand même le plan d'Orange. Voilà. C'est le plan d'Orange, mais ce plan d'Orange nécessite la réussite d'un plan qui, lui, est collectif, qui est le plan France Très Haut Débit. Et donc, pour réussir la fermeture du cuivre, il faut quand même jouer collectif, puisque tout ne dépend pas d'Orange. Et Orange se retrouve à la fois dans une situation où il pilote ce grand chantier industriel de la fermeture, mais en dépendant quand même pour partie de pas mal d'autres acteurs, au premier rang desquels le cas échéant, d'autres opérateurs qui déploient la fibre optique sur le terrain. Vous avez beaucoup d'empathie pour Orange. Quelle empathie avez-vous, et c'est naturel, c'est très bien, pour les maires? Je ne sais pas si nos récentes décisions amèneraient Nicolas Guérin à considérer qu'on est toujours en empathie. Je crois qu'on essaye simplement d'être dans notre rôle et d'être le plus juste possible avec l'ensemble des acteurs, dont Orange. Orange, donc dans ce sujet de la fermeture du cuivre, est tout à fait au premier rang. Alors sur les autres acteurs, nous on est en train d'abord de favoriser le plus possible leur collaboration pour que tout se passe bien. Notre objectif, c'est que les choses se passent le mieux possible, à la fois pour les consommateurs, les administrés, mais aussi les entreprises, qu'il faut quand même mentionner. Et donc ça va nous raccrocher vis-à-vis des autres opérateurs à un autre rôle qui est le nôtre, c'est de s'assurer que les règles du déploiement des réseaux FTTH sont le mieux respectés, le plus respectés, sont respectés tout simplement dans ce pays. Et donc là, ça nous emmène très très rapidement vers les questions de complétude et donc de bon achèvement du déploiement des réseaux FTTH. Frédéric Michel, on ne va pas vraiment donner la parole à la salle, on va avoir vous en témoin, non parce qu'on doit passer au temps suivant, qui sera aussi riche. J'avais une question, peut-être que certains maires se la posent aussi. Quelle est la définition exacte de complétude? Est-ce qu'on est sur un réseau dit public qui est achevé, ou on est complet jusqu'à chaque maison? Alors, je ne vais pas pouvoir y passer évidemment trop de temps, mais je vais essayer de répondre simplement. La notion de complétude, c'est pour la majorité du territoire, parce qu'il y a une spécificité pour les zones les plus denses, les communes, une centaine de communes très denses en France qui ne sont pas exactement sur les mêmes règles. Mais pour le reste, la complétude, c'est le déploiement d'un réseau qui est en capacité de fournir un raccordement à la totalité des locaux, c'est-à-dire des habitations et des entreprises sur une zone donnée. Et voilà, je ne peux pas dire mieux que ça, même si effectivement la réglementation a prévu quelques cas particuliers qui peuvent être pris en compte, notamment des difficultés liées à des refus, par exemple de propriétaires d'avoir la fibre, des petites choses comme ça. Mais pour répondre simplement, la complétude, c'est ça. Si je peux me permettre de compléter, on focalise beaucoup sur ce sujet de complétude qui est important. Les textes sont clairs sur les obligations et on le fait sous contrôle de l'ARCEP puisqu'on communique régulièrement nos chiffres. Mais je voudrais juste faire une remarque. Le réseau, tout ne va pas s'arrêter en 2030. Le réseau fibre, aujourd'hui encore cette année, on pose de nouvelles lignes de cuivre. On continue à vivre, c'est des réseaux qui vont continuer à vivre. C'est pas parce que vous n'aurez pas un raccordable ou un raccordé, comme on dit, dans telle maison, que demain, le propriétaire de cette maison ou le locataire de cette maison ne peut pas se retourner vers l'opérateur en disant « moi, je veux avoir la fibre » et on lui produira à ce moment-là. On aura l'obligation de lui produire, sauf les cas exceptionnels qu'on connaît sur des lignes extraordinairement chères, etc., où on n'arrive pas à faire les travaux. Mais dans tous les cas où ce sera possible, on raccordera ces maisons si un client le demande. Il faut que vous ayez conscience que ces réseaux vont vivre. Tout ne s'arrête pas en 2030. Le cuivre va disparaître, la fibre va vivre, et j'espère qu'elle va vivre pendant des dizaines d'années. On est déjà en train de préparer dans les laboratoires d'Orange l'avenir de la fibre avec de nouvelles technologies qui vont encore permettre d'augmenter les débits. Il n'y aura plus de travaux dans les rues, ce n'est pas le sujet, mais on va utiliser les équipements en question pour augmenter les débits. Mais demain, je le redis, la fermeture du cuivre, ça ne veut pas dire qu'on va couper les clients. Il n'y aura pas de clients coupés. Et même si un client n'a pas levé la main, s'est oublié, se réveille un peu tard, on le raccordera après. On continuera à raccorder. Aujourd'hui, par an, Orange continue à poser plusieurs dizaines de millions d'euros de cuivre dans un certain nombre de situations. Madame le maire, est-ce que cette réponse va dans le sens? Juste pour compléter, qui aura la charge financière de ce raccordement?
Alors, le raccordement, en fait, il y a le domaine public et il y a le domaine privé. Le domaine public, c'est les opérateurs d'infrastructure qui doivent supporter. Ils amènent la fibre jusqu'au, il y a un débat sur le nombre de mètres, mais jusqu'aux bornes de la propriété privée pour moi. Derrière, il y a la partie privative. La partie privative, les opérateurs sont plus autorisés, sont pas autorisés comme autrefois à faire des travaux et ne souhaitent pas honnêtement les faire parce que aller casser le chemin de terre, aller casser aller la piscine, je dis une horreur, ça ne nous regarde pas. Mais donc il y a des travaux parfois à faire effectivement pour raccorder la maison. Et c'est là où je pense le ministre vous le dira tout à l'heure. Il y a un investissement à faire peut-être par un certain nombre de clients s'ils veulent la fibre. Ça, c'est à eux de le supporter. Il y a des aides qui sont prévues aujourd'hui dans le PLF 25 qui doivent permettre, dans les zones où on ferme le cuivre, de prendre en charge par l'État, par ces aides, les travaux. Nous, on est évidemment favorable à ce genre de choses. Ce qu'on fait en parallèle, c'est que dans l'hypothèse où les gens ne voudraient pas payer, on déploie aussi des technologies alternatives. On déploie des technologies alternatives. Il ne faut pas toutes les rejeter. Il y a évidemment le satellite qui est une solution, mais il y a aussi le mobile qui peut être utilisé. Et là, par exemple, il y a une offre qui vient de sortir avec un petit boîtier que vous branchez, votre numéro fixe, votre 03 ou 04, je ne sais plus quel est votre indicatif, votre 04 qui est un téléphone fixe, vous le remettez sur une ligne qui en fait derrière une carte SIM. Mais pour le client, il a l'impression qu'on appelle son numéro fixe, mais ça utilise le mobile. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut tout regarder, toutes les technologies et l'ensemble. Si je peux me permettre, une des difficultés que nous avons, nous élus, c'est de comprendre qui fait quoi. Tout à l'heure, on a évoqué la zone RIP. La zone RIP, ça veut dire concrètement que le réseau fibre appartient aux collectivités, même s'il est géré, administré par des opérateurs commerciaux qui viennent louer en quelque sorte l'accès à ce réseau. Dans les centres-villes, la problématique est différente et la grande ambiguïté pour nous, maires, c'est de bien faire la distinction entre ce que l'on appelle les opérateurs d'infrastructure, ceux qui déploient la fibre, et la question que Frédéric vient de poser, les opérateurs commerciaux qui, eux, ont la charge de raccorder ensuite les clients finaux. C'est important de bien comprendre ce coin-là. Bruno disait qu'il n'y aurait pas de questions. Moi, je vais dire simplement quelles sont les demandes de l'AMF à destination des services de l'État, à destination des régulateurs et des opérateurs. Si parmi nous, il y en a 2 ou 3 qui sont frustrés, on prendra la question, on répondra ultérieurement. Les demandes de l'AMF actuellement, et ce que nous ressentons, nous, sur le terrain, c'est 1, en tout état de cause, tant que le décommissionnement n'est pas réalisé, la qualité du cuivre doit rester irréprochable. Et objectivement, c'est un réseau vieillissant. Je vois les collègues hocher la tête et des questions là-dessus. Si vous en avez, les témoignages sont nombreux. Vous nous les adressez pour conformer notre position, mais c'est très clair. Le second point d'attention, c'est que nous, maires, nous ne sommes pas opérateurs commerciaux. Et nous n'avons pas vocation à faire le travail qui est le travail des opérateurs. C'est important. Si vous souhaitez vous approprier, entre guillemets, ce décommissionnement, faites-le. L'AMF ne vous le conseille vraiment pas. Par contre, mettre à disposition une salle, par contre, fournir la possibilité pour les opérateurs commerciaux de faire leur travail. Bien sûr, résumé pour faire simple, la photocopieuse d'une mairie, elle ne sert pas à imprimer les flyers du kit de distribution. Troisième point, vous allez me dire dans ces conditions, mais à quoi on sert? Troisième point, il est très important, nous qui nous connaissons le terrain, c'est nous qui devons faciliter dans les derniers temps avant le basculement pour toutes les connexions qui sont encore actives, pour toutes les connexions où les opérateurs n'ont pas trouvé une réponse parce que c'est une résidence secondaire et que les gens ont la téléphonie mobile et ils ne vont pas répondre aux sollicitations des opérateurs parce qu'on est dans une indivision, qu'on est dans une succession, etc. Notre travail à nous, comme toujours, il est celui de lubrifier, en quelque sorte, si j'ose dire, les relations directement sur le terrain. Je fais rigoler Nicolas Desguérin. C'est le mot. C'est le mot, je comprends. Non, mais voilà, l'idée simplement, elle est là. Ceci étant dit, Bruno, si je me permets, est-ce qu'il y a une ou deux remarques ou une ou deux questions sur des points que je n'aurais pas abordés? Mais voilà les points sur lesquels nous sommes particulièrement vigilants. Voilà, c'est vrai qu'il y a un petit décalage dans l'arrivée du ministre qui nous donne un peu de marge. Donc, sur ce sujet cuivre, sur vos propos aux uns et aux autres, Olivier, non? Un spécial, monsieur le journaliste. Je précise d'ailleurs que notre débat, oui, j'arrive, est filmé. Où elle est la caméra? Et ce sera...
ici, si on ne veut pas figurer sur le replay de cette fin de journée, c'est pas possible. Non, c'était noté à l'entrée de la salle. Oui, d'accord. L'entrée dans la salle vaut acceptation. Voilà, tout est bon, personne s'en va, en tout cas, c'est pas le moment. Et ici. 2-3 questions rapidement. On répondra pas nécessairement immédiatement, mais ça nourrira nos réflexions et on complétera notre argumentaire. C'est pas forcément une question parce que j'en aurais plein et on est pressé. C'est juste pour l'arrêt du cuivre. On va être concerné. Moi, je suis maire de Genasse dans le Rhône. On est concerné par ça. Des villes pilotes avant. Alors, je triche aussi parce que je suis VP du département du Rhône et je m'occupe du numérique et c'est comme ça qu'on se connaît. Mais, nous sommes collègues. Moi, je suis VP du numérique du département du Puy-de-Dôme. On a fait des réunions ensemble. Mais juste pour parler de l'arrêt du cuivre, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Orange qui s'en occupe. Quand on fait partie de ces villes qui sont choisies avant, pourquoi pas ? Donc on se dit, tiens, la fibre arrivera encore plus vite. Je ne me vais pas trop me plaindre parce que la fibre chez moi, elle est, on va dire, à 97 ou 98%, donc je sais que ça va bien se passer. Ce n'est pas ça qui me gêne. C'est Madame Michu du coin. La communication, il n'y a que le maire qui l'a fait pour l'instant. Et tout le monde pense que c'est le maire qui va arrêter ce cuivre. Moi, je n'arrête rien du tout. On me demande de l'arrêter. Et quand on est quelques villes qui sont prises un petit peu en amont, et tant mieux, il faut faire des essais, et je le comprends, il n'y a pas de communication nationale. Quand Mme Michu met sa télé, on ne lui dit pas « en 2030, il n'y aura plus de cuivre, en 2030, le téléphone va changer ». Et ça, pour un maire, c'est hyper difficile à vivre. Alors, c'est une excellente remarque. Dans les demandes de l'AMF, j'ai oublié de préciser celle-ci, et qui est également une demande des opérateurs, c'est le fait que l'État, un petit peu comme nous l'avons connu sur la TNT, que l'État engage une communication nationale en temps et en heure. On ne désespère pas. Communication neutre. C'est important ce qu'a dit Nicolas de l'endroit d'où on parle. Et donc, ça rejoint parfaitement ça. C'est une de nos demandes. Merci de le rappeler. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Michael Odegon, je suis maire d'une commune dans la communauté urbaine d'Arras, commune rurale. Membre du conseil d'administration de la VICA aussi. J'interviens pas forcément sur ce point-là, mais sur mes deux casquettes. Moi, je souscris tout à fait à ce qui a été dit en propos introductif, à savoir la fibre, c'est un élément essentiel. Quand on vient me voir dans ma commune pour s'installer, on me demande s'il y a une école et s'il y a du réseau au débit. Et un médecin, sans doute. Alors, le médecin, malheureusement, il n'est plus là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment considéré comme des essentiels. Et moi, je voudrais quand même revenir sur une chose et réaffirmer quelque chose. C'est qu'en 2017, on a entendu des objectifs de 100% de couverture. Et qu'après, on a eu des objectifs de 95, 96, 98, et puis en disant, on progresse. Moi, je pose juste une question. Est-ce qu'on accepterait que des citoyens soient sans eau courante ? Est-ce qu'on les laisserait sans eau courante ? Non. Alors, si on part du principe que la fibre, c'est un élément essentiel pour la vie du quotidien, moi, je suis désolé, il n'y a pas 50 objectifs. L'objectif, c'est 100%. Il n'y a pas de sous-citoyen, il n'y a pas de sous-territoire, et il faut raccorder tout le monde. C'est un enjeu essentiel. Alors certes, je sais bien que la tâche d'Orange est compliquée. C'est vraiment quelque chose, vous avez dit tout à l'heure que c'était unique. Ouais, mais la France, c'est un pays unique. Et il faut aussi qu'on se batte pour couvrir, y compris nos territoires ultramarins, à 100% de le plus rapidement possible pour garder la compétitivité par rapport à ces nouvelles technologies. Ça, c'était un premier point. La deuxième chose, c'est pareil. Il y a quelques années, moi, je suis plutôt pragmatique. Orange est venu me voir et j'ai de très bons rapports avec les collaborateurs d'Orange. En nous expliquant, on va mettre fin au cuivre. OK. Et on m'a regardé, on m'a dit, maintenant, on compte sur vous. Je vous avouerai quand même que la première réaction, ça a été « Ah ouais !» Donc, vous, société privée, vous comptez sur nous, force publique. On doit avoir un niveau de neutralité et il faut faire quand même très attention. Alors moi, je suis ouvert pour vous dire, on travaille sur le fait de transformer la mairie sur des moments en étant endroit multi-opérateur pour acheter des forfaits fibres. Donc ça ne me pose pas de souci par rapport à ça. Mais effectivement, et je vous rejoins, on se retrouve quand même un petit peu en porte-à-faux entre une neutralité d'une force publique et agir au nom d'un opérateur historique. Moi, je suis une zone orange et c'est sûr que si on fait venir qu'Orange, les autres vont nous dire « vous ne nous avez pas contacté ». Et si on les fait tous venir, les gens, ils s'abonnent uniquement chez Orange. Vous voyez la situation, on est parfois dans des trucs un petit peu ubuesques. Donc moi, j'entends les contraintes de l'ARCEP, j'entends les contraintes d'Orange, mais il faut aussi entendre les contraintes des maires. Ce sont des entrepreneurs de territoire. On est là pour aménager les choses
Et il faut aussi comprendre nos contraintes et nos enjeux. Je vous propose une troisième remontée des territoires, Michel. On y les va 100%, c'est l'objectif de l'association des maires avec les autres associations d'élus. Ça n'est pas négociable. Modulo un accord local très ponctuellement par rapport à, dans une commune, à un endroit où le raccordement aux yeux du maire ne soit pas satisfaisant. Nous refuserons systématiquement toutes les logiques de pourcentage parce que 2% à la surface nationale, ça peut être conçu comme acceptable, mais ça veut dire que dans le secteur d'Arras ou dans les Alpes ou dans le Massif central, ça va être 10 à 15% de la population et nous ne l'accepterons pas. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Patrick Marcaillou. Je suis vice-président à la communauté de communes Valérieux. Valérieux est situé en Ardèche et la fibre est déployée en Ardèche par le syndicat Ardèche Drôme Numérique. Nous sommes dans le déploiement. Ce déploiement va se faire sur les dernières communes pour 2025, mais c'est le premier plan de déploiement. Derrière, nous allons avoir environ 80%, je dis environ, de SUF connectés, mais il va rester 20%. Nous sommes loin des 97 ou 98% du territoire qui sera connecté. Cette connexion se fera par un plan de complétude. On en a parlé. Je rebondis là-dessus parce que je sais que le syndicat Ardèche Drôme Numérique cherche aujourd'hui des plans de financement, des aides pour mettre en place ce plan de complétude. Qu'est-ce qui peut être mis comme aide pour aller plus vite? On déploie la fibre parce que le transport d'information va se faire par la lumière. Mettons-nous à la vitesse de la lumière pour déployer ces plans de complétude. Alors, je vous remercie. Là, on est vraiment sur la fibre, donc on abordera ça. C'est la fibre, tout à fait. Les absents ont toujours tort. Donc la liste des courses à destination du ministre que nous avions commencé à préparer s'alourdit. Il repartira avec 2 cabas. Ghislain, peut-être sur justement cette notion de complétude, l'ARCEP est très clair sur ce plan-là. Le cuivre ne s'arrêtera pas tant que... Non, mais bien sûr, j'ai déjà dit tout à l'heure. Par contre, il faut distinguer entre la problématique mise en avant par monsieur et la régulation. La réglementation prévoit que la fibre fasse la totalité de la zone arrière qui est concernée par une armoire technique de fibre. Voilà, et donc, ce principe de complétude ne trouve pas à être remis en cause. On a une question sur les zones très denses, donc c'est les 100 communes les plus denses de France, où là, effectivement, ce principe n'existe pas, mais en revanche, ça ne change rien, parce que la fermeture du cuivre impose là aussi que les réseaux FTTH soient complets. Sur le cas d'Ardèche Drôme Numérique, ADN, on est dans une problématique qui est un tout petit peu différente. C'est-à-dire, sans préjudice de ce que je viens de dire sur la réglementation, le projet public local, aujourd'hui, n'a pas prévu, d'après ce que je comprends, de faire du 100%. Et donc là, vous êtes à la recherche de financement complémentaire. On a un représentant en face de nous de l'ANCT qui est le pilote du plan France Très Haut Débit, qui vous accompagne. Hein, et c'est peut-être à Zacharia d'apporter quelques éléments complémentaires de réponse. Pardon, hein, de faire... Non, très bien. Je vois que l'animation se partage. Allons-y. Vous me permettez de... Voilà. Non, effectivement, à ce stade, Ardèche Drôme Numérique n'a pas un objectif à 100%. Il a un objectif à 97%. En revanche, nous, ANCT, pour ce qui concerne les territoires ruraux, que nous accompagnons dans leurs projets techniquement et financièrement, nous visons 100%. La généralisation, c'est qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à la fibre et tout le monde puisse aller voir un opérateur et, commercial et aller avoir accès à Internet. Donc, Ardèche Drôme Numérique, vous comprenez qu'on dialogue avec eux, on discute beaucoup avec eux, on discute et on négocie avec eux pour aller viser 100%. Il n'y a pas de territoire dans lequel la zone initiative 8 ne soit pas à 100% de notre appréciation. Donc vous avez compris qu'il y a des discussions. Je ne peux que vous encourager à échanger avec Didier Claude Blanc, le président d'Ardèche Drôme Numérique. Mais voilà, enfin, notre objectif, notre ambition reste la même. Nous voulons le déploiement partout où c'est possible, partout où techniquement c'est possible, de la fibre. Et les 3% aujourd'hui qui persistent, vous avez compris que c'est un peu un caillou dans notre chaussure à NCT. Mais on va y travailler. Alors, est-ce qu'il y a un droit de suite, Michel ? Sur ce point précis, on va revenir sur la fibre après. Donc ça sera peut-être l'occasion de poser la question. Là, c'est vraiment le décommissionnement. On enlève le cuivre. Attention, hein, c'est un président de séance quand même. Ouais.
Alors, ça bouillonne aussi au premier rang ici, et on va prendre en cascade 1 et 2 interventions, et puis après finir cette page et assurer le tuilage vers les questions au ministre qui arrivent maintenant dans une demi-heure. Monsieur. Oui, donc ça sera un éclairage et non pas un exposé thématique. Je suis maire d'une petite commune dans le Cher, 18, pardon. Et donc très étendue géographiquement, avec 85 km de chemins ruraux et domaniaux. Le problème que j'ai, en fait, c'est très simple. On est en train d'installer la fibre. Dans le village, ça se passe très bien. Par contre, la moitié du village est carrément en révolution parce que sur le téléphone mobile, la qualité se détériore depuis 3 ans. Je suis incapable de trouver un interlocuteur technique qui puisse me renseigner. Chers collègues, je me permets d'intervenir. Il va y avoir une série de questions sur la fibre et la téléphonie mobile. Je croise les informations. Oui. Problème de chute technique sur la téléphonie mobile. D'accord. Donc on bascule. Sur la moitié de la surface, beaucoup de maisons isolées, lorsqu'ils ont demandé, après qu'on ait renseigné et donné quelques entreprises pour le passage et le paiement sur le domaine privé, on arrive à des chiffres incroyables de coûts. Parce qu'effectivement, lorsqu'on fait une recherche avec Orange pour savoir où est passé le fil téléphonique et qu'on s'aperçoit, etc., qu'il n'y a pas la tranchée, on est à 10 000 euros pour 500 mètres. Hein. Donc, on a effectivement la moitié de la population sur la commune, 300 habitants, c'est vraiment le type même de la commune rurale. La téléphonie mobile ne fonctionne pas et la fibre ne peut pas être installée. Donc, la seule solution, c'est de dire... qu'est-ce qu'on fait? Monsieur le maire, vous vous débrouillez. Moi, je fais le tour de France, du député jusqu'au mairie numérique, et je ne trouve aucun interlocuteur, alors qu'on a une tour de 35 mètres et que l'opérateur... Non, mais le Tour de France, dans ce cas-là, ce sont les interlocuteurs à l'échelon local, c'est le département, les services de l'État. Et si ça ne marche pas, c'est l'AMF, Michel Sauvat, Véronique Picard, pour remonter les informations. On vous apportera les éléments nécessaires. En termes de communication, j'ai été odieux avec les services de l'État tout à l'heure, mais c'est la faute du ministre qui n'est pas là. Il faut reconnaître que sur le site de la Direction générale des entreprises, il y a des informations qui sont importantes. Il y a un guide qui est adressé aux maires qui sont concernés par le décommissionnement. Mais ce dont je parle ici, et je maintiens, c'est la communication très générale en direction du grand public. Très-haut-débit.gouv.fr. Je vous encourage tous à y aller. J'ai l'impression d'être débordé là. Voilà, donc vous avez un interlocuteur en direct. Très bien, c'était un éclairage parce que pratiquement vous voyez le croisement des techniques. Mais merci de l'intervention. Du coup, l'AMF se mue en agence de rapprochement d'élus. Michel, juste avant qu'on donne la parole à un dernier collègue, la commission numérique de l'AMF, ça marche bien, c'est des réunions à distance, il y a encore de la place et ça sert pour faire avancer un dossier? Absolument, c'est-à-dire que sur le décommissionnement du cuivre, il y a un échange avec l'ensemble des élus, les réunions sont en présentiel et en visio, vous avez la possibilité d'y venir, et puis au-delà de ça, le 17 octobre, pour être très précis, avec l'AVICA, qui est l'association d'élus plus particulièrement spécialisée dans ce domaine, nous avons organisé un webinaire qui est disponible en replay sur le site de l'AMF. Vous allez sur le site de l'AMF, vous regardez webinaire, et le premier ou le second qui est présent, ce sont 2 heures sur le décommissionnement du cuivre avec les intervenants que l'on a vus ici et avec les présentations qui vous donnent les éléments d'explication nécessaires. Et encore une fois, via la commission ou directement avec nous, n'hésitez pas à nous solliciter. L'AMF, c'est nous et nous sommes là pour ça. Et c'est un instrument de pression, on est d'accord? Ah mais très clairement, voilà, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit en introduction, nous avons besoin des retours des collègues parce que lorsque quelque chose ne va pas, nos amis opérateurs nous disent bon mais c'est un défaut dans un endroit et un autre, et si nous c'est effectivement un défaut, on le traite ponctuellement. Si c'est quelque chose de récurrent qui est reporté par 200 maires, là ça devient d'un coup un sujet qui intéresse également l'ARCEP. Ici. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente Charles Dallara, je suis adjoint au maire de Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne. Lequel Saint-Étienne? Saint-Étienne, les Verts. Le seul. Le vrai. Je suis stéphanois d'origine.
Voilà. Et donc, une des spécificités de Saint-Étienne, c'est d'avoir le quartier de Saint-Victor qui est complètement discontinu de la ville, qui est un quartier rural. Et on est complètement dans le sujet qu'on aborde là depuis maintenant 20 minutes. On a des hameaux qui sont desservis par du cuivre qui est à 2 doigts de claquer et de céder. Et je voudrais insister sur le devoir d'information. Et je pense que les maires, les collègues maires ou adjoints ont ce même sentiment, le devoir d'information des opérateurs envers les habitants qui se retournent immanquablement vers nous et où, je vous donne l'exemple, mais on est complètement dans le thème, où on leur dit oui, alors votre réseau cuivre, il est à 2 doigts de claquer, mais la fibre, ça va arriver. Mais ça fait 4 ans qu'on leur tient le discours. 4 ans. Saint-Étienne Métropole a contractualisé avec Orange pour justement étendre le réseau fibre. Bon, ça fait 4 ans que ça devrait être terminé et on a ce type de retour des habitants qui, pour nous élus, vous conviendrez, est inentendable, inacceptable. On ne peut pas dire ça va arriver. On peut pas dire ça va claquer, ça va arriver. Et pendant ce temps, je reprends, je fais mien les propos de notre collègue de tout à l'heure. C'est comme pour l'eau, c'est comme pour l'électricité. C'est impératif. Vous avez des chefs d'entreprise qui ont besoin de ce très haut débit, ou en tout cas de l'arrivée d'Internet. C'est inentendable de dire on va passer par satellite ou par un abonnement téléphonique complémentaire. Je pense que ces arguments ne sont pas entendables. Voilà, et on est complètement dans le thème, et je voulais que la parole de la ville de Saint-Étienne et notamment du quartier de Saint-Victor, et je me fais porte-parole aussi des ruraux, bien qu'étant 13e ville de France, soit entendue et ne soit pas laissée de côté, car étant un très faible pourcentage. Voilà, merci beaucoup. Merci. Nicolas Guérin est très fort. Il va pitcher toutes ces questions, ou quelques-unes principales d'entre elles, et en plus j'en rajoute une. Bonjour à tous, Adel Laoumadi, DGS d'une petite commune de Mayotte de 6000 habitants à l'extrême sud-ouest de l'île. Venant d'un territoire insulaire, on a ce gros souci de connectivité, autant sur le transport que sur la connexion Internet et autres. Monsieur, vous avez évoqué le fait qu'on ne puisse pas accepter que la population ne soit pas raccordée à l'eau ou n'ait pas accès. C'est notre cas chez nous, mais ce n'est pas le sujet du jour. On accepte encore de ne pas avoir de l'eau courante tous les jours. Pour Mayotte, du coup, nous, on se pose la question, c'est surtout la direction de la NCT, puisqu'on a reçu une nouvelle, en fait, très récemment, qu'un plan, justement, de raccordement qui était estimé à 50 millions d'euros, si je ne me trompe pas, qui est descendu à 13 millions d'euros. Aujourd'hui, on se demande en fait où est-ce que ça en est sur la sélection du coup de l'opérateur qui va gérer le raccordement, puisque c'est prévu pour le tout début 2025, si je ne me trompe pas. Alors, dans le désordre, s'il le dit, très bien, on commence par vous. Oui, effectivement, cette question est pour moi. Alors oui, effectivement, nous accompagnons toutes les collectivités, tous les territoires dans le déploiement de leur réseau en zone d'initiative publique, pas comme l'avait présenté Ghislain tout à l'heure, pas les zones où les opérateurs déploient. Mayotte, il n'y a pas de zone dans laquelle les opérateurs privés déploient tout spontanément. Il n'y a que de la zone d'initiative publique. L'entièreté de Mayotte, c'est de la zone d'initiative publique. Il y a un projet porté par la collectivité et nous sommes à ses côtés pour développer le projet. Le projet avance. Les négociations ont eu lieu, probablement vous êtes refaites. Et ce que nous dit la collectivité, c'est qu'ils sont prêts à attribuer. C'est une délégation de service public. Ils sont prêts à l'attribuer aujourd'hui. Et pour cela, ils ont besoin d'accompagnement de l'État. L'État, nous, à NCT, nous travaillons pour le compte de l'État dans cet exercice. Nous souhaitons accompagner le projet mahorais. Il est essentiel et on ne traitera pas moins bien Mayotte que les autres territoires. Et peut-être même, on sera peut-être plus exigeant vis-à-vis de l'opérateur qui travaillera à Mayotte. Pourquoi ? Parce que Mayotte va bénéficier de l'expérience de tous les autres territoires qui ont précédé. C'est-à-dire que nous, vous l'aurez compris, on va être amicaux avec l'opérateur, mais en même temps particulièrement exigeants. Alors maintenant, le territoire ne peut pas financer seul ce projet. L'opérateur finance une partie, le territoire finance une partie, et il y a une subvention qui est attendue de l'État. Et effectivement, le chiffre que vous avez donné de 50 millions d'euros, c'est pour l'instant, parce qu'on doit rentrer dans le détail des choses, voilà, une enveloppe de subvention qui pourrait être celle de l'État. Le projet est beaucoup plus cher, en fait.
comme je le disais, il y a le financement de la collectivité et le financement de l'opérateur. 50 millions d'euros, c'est aujourd'hui l'enveloppe qu'on se dit a priori adaptée pour le projet mahorais. Et parlons un tout petit peu budget, et on ne veut surtout pas assommer tout l'auditoire sur les questions de loi de finances. Aujourd'hui, on n'est pas du tout terrorisé par la loi de finances, on est même plutôt chaud bouillant. Chaud bouillant. Bon, eh bien pour l'instant, je vous restitue les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Il n'y a pas l'entièreté des financements nécessaires pour que nous, à NCT, on puisse subventionner le projet pour le compte de l'État. Ça veut dire que vous avez compris que c'est le jeu des discussions en cours au Parlement. Nous, vous avez compris, hein, on souhaite qu'une seule chose, c'est que la loi de finances 2025 prévoit ces financements et que nous, on puisse contractualiser avec le département de Mayotte et qu'on aille subventionner. Donc vous avez compris, il y a un exercice aujourd'hui où on est dans l'attente d'une évolution favorable du PLF, mais ce que vous devez par ailleurs retenir, c'est que nous, à NCT, on travaille en parallèle avec les équipes mahoraises et les conseils départementaux, on les accompagne depuis quelques temps. Ils ont un projet ambitieux et nous, on est à leur côté. On veut qu'une seule chose aujourd'hui, c'est aller au-delà. Donc il y a un petit sujet budgétaire, vous l'aurez compris. Alors je vais peut-être rendre le micro parce que je vois qu'on me fait signe que ça suffit. Mais vous avez raison, c'est essentiel pour nous. Voilà. Et l'ambition, celle de l'État, dont on est le relais, nous, à NCT, c'est la généralisation. Et la généralisation, c'est l'ensemble du territoire national. Nous sommes vigilants sur tous les territoires, y compris à Mayotte. Alors ça me fait une excellente transition pour vous répondre, monsieur. En fait, c'est typique. L'argent est le nerf de la guerre quand même. Hein. Je veux dire, il faut pas. Voilà. Aujourd'hui, les opérateurs ont mis 114 milliards d'euros, les 4 opérateurs, dans les réseaux ces 10 dernières années. 114 milliards d'euros. Vous avez calculé combien ça fait d'hôpitaux, de routes, etc. 114 milliards d'euros investis dans les réseaux. Aujourd'hui, sur la fibre, puisqu'on parle de la fibre, hein, donc vous dites, on attend de vous. On attend de nous de finir, on attend de nous de faire la complétude, on attend de nous de faire les raccordements qui sont les plus complexes. On nous sous-entend qu'on attend de nous aussi de payer dans les zones privées l'investissement, les travaux, etc. 114 milliards. En 23, 13,8 milliards mis. Il vous manque 38 millions. 13,8 milliards mis dans les réseaux. Il faut 50 millions pour Mayotte. Il faut 50 millions pour Mayotte. On ne va pas vous faire un réseau au rabais à 13 ou 15 millions d'euros. Cette subvention a été supprimée. Il vous faut des fonds supplémentaires pour finir la partie RIP. Et alors, les opérateurs privés en zone AMI, en zone très dense, pour la finir, alors là, il n'y a pas d'argent, pas besoin. On n'a pas besoin d'argent, nous, pour finir. Vous savez combien il y a d'abonnés au très haut débit aujourd'hui? On nous a demandé de déployer des réseaux partout jusqu'au dernier mètre, etc. Un investissement sur 2 seulement est utilisé par des clients, il y a des revenus. Depuis 10 ans, on déploie des gens, on déploie des maisons, il n'y a pas de revenus en face, parce que les gens ne prennent pas la fibre. Donc jusqu'en 2030, jusqu'à la fermeture de cuivre, on va avoir toute une série, un pourcentage de maisons raccordées d'investissement sans aucun revenu en face. Donc on nous dit, ah bah très bien, vous avez... Alors on inverse, on dit, il faut entretenir le cuivre jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Donc on entretient le cuivre, on pose la fibre, on met la 2G, on nous demande d'arrêter la suppression de la 2G et de la 3G aussi. Hein. On laisse la 2G. On n'a rien pas demandé. Vous, hein. Pas vous, mais certaines industries le demandent quand même. Donc on nous demande de multiplier les investissements et on ne regarde pas derrière l'équation économique des opérateurs. Vous savez qu'on paye 1,5 milliard de taxes spécifiques sectorielles par an. 1,5 milliard. Moi, Orange, je paye 1,9 fois plus d'impôts que n'importe quelle entreprise du CAC 40. Vous savez, des petites entreprises comme LVMH, des gens qui ne font pas de revenus, qui sont non, on paye 1,9. Vous savez à quoi sert cette fiscalité? Il y a des impôts de production, il y a 2 impôts très très originaux qui sont, on finance le CNC, le cinéma français. Les opérateurs financent le CNC. J'adore le cinéma français, ce n'est pas mon sujet, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt à Netflix, à Amazon Prime et à ces gens-là de financer le cinéma français? On continue à financer. On finance la suppression de la publicité sur France TV. C'est marrant parce qu'il me semble qu'il y a de la pub. Je pense que le ministre a tort d'être en retard. Mais on regardera peut-être ça avec lui derrière. Et très honnêtement, côté des communes, on est conscient de ces enjeux économiques. Alors, allons sur l'IFER mobile et sur... Non, on ne va pas aller sur l'IFER mobile maintenant. Mais si. Non, mais moi, je veux bien qu'on aille sur la fiscalité, mais il va y avoir des complications. Bon, alors, je vais rebondir sur la partie financement. Enfin, moi, je veux bien, mais vous me privez de parole alors que je... Non, du tout. Parce que c'est un tout, L'IFER, j'explique pour tout le monde. L'IFER, c'est une fiscalité qui revient sur les collectivités.
années et qui pose problème aux opérateurs en raison de son dynamisme. Et effectivement, il y a un coût plus important actuellement. Mais sincèrement, Nicolas, ce n'est pas le sujet ici. Je vais revenir sur la fiscalité générale, même si sur l'IFER, ce qui me gêne, c'est plutôt que les 20 premières plus grandes communes de France touchent cet IFER majoritairement. Mais pourquoi je parle de l'IFER? Pourquoi je parle de ces impôts? Nous, on n'a pas la prétention de faire verser l'impôt aujourd'hui, on en rêverait. Mais le sujet, c'est qu'il y a 1,5 milliard qui est mis chaque année, qui est reversé dans des budgets qui n'ont rien à voir avec les télécoms. Vous voulez financer Mayotte? Prélevez 38 millions sur les impôts des opérateurs pour les affecter. Vous voulez financer le raccordement complet? Et là, je pense qu'on se rejoint, Michel. Là, je pense qu'on se rejoint. Je ne parle pas de l'IFER, je parle de l'impôt en général. Nicolas, je crois qu'on a compris, en fait. Oui, mais... Est-ce que vous voulez Le ministre n'est pas là, les représentants de l'État sont là. Antoine a l'habitude de courber le dos, que ça soit à la Poste, que ça Alors, soit... comment il s'appelle, Antoine? Parce que je l'avais pas... Antoine Jourdan. Voilà. Ah oui, pardonnez-moi. La direction Excusez-moi, je vous ai générale. cité en plus. Je ne mettais pas Gozlan, Antoine du tout, il n'y avait rien à voir. Bon, donc c'est ça que je veux vous répondre, c'est optimisons effectivement le secteur et regardons tout ça. Je voulais répondre aussi aux autres questions, pardon. C'est ça que vous vouliez attirer vers moi. Alors, le cuivre, la qualité du cuivre, je ne sais plus, monsieur, est un des critères qui est pris en compte dans le choix des communes. L'objectif qu'on a, c'est effectivement, quand une qualité de cuivre est très mauvaise sur une zone, il faut passer plus vite à la fibre et on veut mettre ces communes-là dans les lots qui vont fermer en premier. Et on veut d'ailleurs aussi utiliser les équipements de cuivre qu'on récupère quand on ferme le cuivre pour entretenir les zones qui vont rester plus durablement en cuivre. Donc on a un plan, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Pardon ? Oui, je vais venir, c'est votre seconde question. Mon sujet, c'est bien la clarté de l'information donnée aux usagers qui n'y comprennent plus rien, on ne devrait pas parler comme ça ici, on est des élus, mais qui ont l'impression d'être pris pour des cons. Oui, je répondais sur la partie... Et nous aussi, au passage. Je répondais sur la partie... Mais j'allais vous répondre sur la transparence. En fait, Gisela, pardon, je te prends un petit peu à témoin, mais ayez conscience de la complexité du chantier dans lequel on est. D'accord ? On parle de 44 millions de foyers. 70 ans pour faire le cuivre. 70 ans pour faire le cuivre. En 10 ans, on va transformer dans 44 millions de foyers, apporter la fibre. En 10 ans. En 10 ans. Vous dites qu'il faut accélérer, mais rendez-vous compte du chantier que ça représente. Nicolas, entendez la complainte de Saint-Victor. Je l'entends, la complainte de Saint-Victor. Très bien, bravo, c'est déjà énorme. Je l'entends et je vais même y répondre, puisque c'est un des débats qu'on a avec le régulateur, très clairement, qui nous demande d'ici la fin de l'année d'être beaucoup plus explicite sur ces sujets-là, d'être transparent, et on est d'accord. Je voulais juste signaler le fait que ce n'est pas si facile que ça de le faire. Voilà. Mais c'est clair, Nicolas, c'est-à-dire qu'on reconnaît parfaitement les enjeux économiques. Les maires, on a des contraintes économiques, on sait ce que ça veut dire gérer des collectivités qui sont importantes. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce par quoi j'ai commencé en introduction, c'est que tant que la fibre était à 100 km, ce n'était pas un problème. Lorsque la fibre est à 300 mètres, 200 mètres, ça devient insupportable pour la personne qui ne l'a pas. Et totalement d'accord. Je comprends la pression en direction des entreprises. Tous les maires ici présents pourraient dire qu'on constate depuis quelques années dans nos collectivités, de la part des gens qui viennent nous voir, ça ne veut pas dire que c'est toujours négatif, mais le besoin d'immédiateté. Un exemple, panne d'électricité sur une partie de la commune il y a 15 jours. Au bout de 4 heures, on m'appelait en mairie, quasiment en m'engueulant. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne fournissez pas de groupe électrogène. Donc cette pression, on en est tous conscients. On a tous envie, et les Stéphanois naturellement, de le faire. Ce qui est important, c'est la lisibilité et de faire comprendre que tout le monde est traité avec l'équité la meilleure. Et on sera toujours aux côtés des entreprises pour le faire, de même que vous nous accompagnez. Madame Charpenel, juste pour voir, équilibrer éventuellement le propos, sur ce qui s'est passé autour de nous, vous en tant qu'élu local, est-ce que vous avez envie d'ajouter Alors, peut-être pas en tant que maire, mais pour m'être entretenu avec le directeur du syndicat qui déploie la fibre, il y a en effet il y a ce problème de décommissionnement, mais sous-jacent, et je crois qu'on va y arriver, il y a en effet sur les réseaux complexes ou alors sur un département comme les Landes où il y a une évolution démographique qui est assez dynamique, on a aussi aujourd'hui être derrière et comment on va pouvoir au plus vite répondre à ces nouvelles demandes qui arrivent sur le territoire et qui n'avaient été pas fléchées en effet sur les cartes quand il y a eu le déploiement très haut débit. Donc ça, c'est une difficulté. Et le coût
des raccordements complexes. Donc je crois qu'il y a là aussi le financement. Je crois qu'il y a une discussion, alors je ne maîtrise pas tout, mais je crois qu'il y a une discussion avec l'ARCEP sur aussi la possibilité d'augmenter le coût d'utilisation par les opérateurs au final du réseau. Enfin, je crois que de toute manière, comme a été dit, le financement des dernières prises et le financement après de l'entretien sont au cœur de ces préoccupations, parce que l'entretien, là où on avait vu tous les réseaux s'enfouir, ça a été aussi quelque chose qui a été difficile pour nous d'expliquer, qu'on a eu des poteaux qui sont réapparus dans des zones où on est quand même sujet à des tempêtes, à des aléas climatiques, et on sait que ça va pas diminuer, et on sait, vous l'avez dit, où le réseau fibre est encore plus fragile. Donc il va y avoir un coût d'entretien qui aujourd'hui est peut-être pas suffisamment appréhendé, mais en tout cas c'est une difficulté qui remonte des territoires et des syndicats qui aujourd'hui sont à SPL et qui sont dans le réseau d'initiatives publiques au cœur des préoccupations. La bivocalité, j'ai appris ce mot il n'y a pas longtemps, elle s'exprime maintenant. Eudes Guérin, c'est à vous. Ouais, quelques éléments de réponse. D'abord, moi, je trouve que c'est important de rappeler quand même que... on ne l'a peut-être pas dit là, depuis le début, il y a un énorme succès. Alors il y a beaucoup d'argent qui a été investi par les opérateurs, c'est incontestable, mais il y a aussi à la fin un beau succès français. Hein. Bien sûr. On est à 9 locaux sur 10 en France qui aujourd'hui peuvent commander la fibre. Il y a près de 7 abonnements sur 10 au très haut débit, au haut et au très haut débit qui se fait en fibre optique. Donc c'est incontestablement un très beau succès. Et évidemment, ce qui reste à faire à la fin, c'est toujours plus difficile. Et évidemment, aujourd'hui, avec la perspective de la fermeture du cuivre, se posent aussi plein de questions d'articulation et de bonne compréhension de ce qui va se passer. Et on sait que Orange fait aujourd'hui beaucoup d'efforts pour effectivement augmenter cette transparence. Il ne pourra pas faire tout seul quand même le chemin qu'il y a à faire en termes de communication. Et quand même un petit mot quand même, parce qu'on a eu des premières expérimentations sur la fermeture du cuivre qui ont montré des choses intéressantes. À la fin, il reste des gens. Il reste des gens qui n'ont pas migré. Et ce qui devient compliqué, c'est quand pour ces gens, lorsqu'ils décident de migrer, on a des complexités qui apparaissent. Eh bien, il faut éviter ces situations le plus possible. Et donc, il faut anticiper le plus possible la migration vers la fibre optique. Et c'est pour ça que l'effort de communication, on est tous conscients qu'il faudra le faire. Ça, c'est évident, ne serait-ce que pour ne pas se retrouver à la fin avec des situations très complexes à gérer dans un délai trop court. Sur l'équilibre économique, oui, il faut que nos réseaux soient là pour longtemps et dans de bonnes conditions pour faire face aux aléas climatiques, pour fonctionner correctement, pour faire face aussi à de la densification, à l'émergence de nouveaux bâtiments. Donc c'est une question qui est tout à fait importante, qui ne peut pas être traitée à la légère. Et l'ARCEP travaille avec les autres acteurs pour voir comment cet équilibre économique sur le long terme des réseaux FTTH peut être garanti. Mais il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. En fait, il n'y a pas un bouton magique sur lequel on appuie et on augmente les tarifs et à la fin, c'est le consommateur qui paye. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs acteurs concernés par cet équilibre économique des RIP. Il y a des entreprises qui ont gagné des marchés publics en faisant des propositions à une époque, et donc elles doivent aussi prendre une part de risque. Il y a les collectivités territoriales qui parfois construisent les réseaux et qui sont soumises à des obligations réglementaires qui peuvent provoquer des coûts qui n'avaient pas été anticipés. Il y a les opérateurs d'infrastructures d'un côté, les opérateurs commerciaux de l'autre. Tout ça est quand même un jeu assez complexe. Et notre objectif, je vois le rappel de temps là, notre objectif, c'est comme d'habitude, de faire ce travail sur des bases, je dirais, documentées et avec du sang-froid pour qu'à la fin, cet équilibre économique des RIP il soit proposé de la meilleure façon possible. Nicolas Guérin avec le même micro et ensuite la salle à nouveau, et on préparera l'arrivée de notre ministre et on densifiera un peu les questionnements très directs. Étant entendu que discrètement, nous avons basculé de la question du décommissionnement, comme le disait Nicolas tout à l'heure, à l'ensemble des questions de couverture mobile et de couverture fixe. Vous voyez, ça s'est fait de manière assez fluide parce que finalement, tout est inclus dans ce décommissionnement. Exactement, c'est la même question. Non, je voulais vous répondre, repréciser la question de la communication. Là, je prends ma casquette président de la Fédération française des télécoms. Nous ne demandons pas aux maires de faire la promotion des opérateurs. C'est absolument pas ce qui est demandé. Ça, on va le faire. Ce que nous demandons aux maires, mais surtout à l'État, c'est d'expliquer à nos concitoyens ce que veut dire décommissionner le cuivre, ce que ça ne veut pas dire.
Vous n'êtes pas obligé de payer. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour la TNT. Il y a des gens qui faisaient le tour, qui démarchaient en disant allez, payez-moi 1 000 € pour un équipement et je vais le mettre sur le toit et c'est super, vous allez passer à la TNT. Équipement qui n'était pas nécessaire. Donc c'est vraiment ça qu'on veut éviter. C'est non, vous n'êtes pas obligé. Et on partage. Ça se passe actuellement et on est en phase avec les opérateurs. Je rappelle, on a beaucoup parlé d'Orange, qui a 4 opérateurs commerciaux. Hein. Bien sûr. Et la FFT en embarque 3 et le 4e est présent également. Et c'est bien pour ça que je prenais devant mes camarades la casquette de président de la FFT. Il faut effectivement expliquer aux gens que non, on n'est pas obligé de passer sur une offre à 50 € pour avoir un service qu'on avait à 18 €. Non, on n'est pas obligé de prendre un quadruple play. Non, on n'est pas obligé de faire des travaux. Voilà, c'est ça qu'on souhaite relayer, État, collectivité. Si vous demandez à un opérateur de faire de la communication sur le passage à la fibre, l'intérêt de l'opérateur, et en ayez totalement conscience, c'est de vendre l'offre la meilleure possible, la plus belle possible, mais pas forcément non plus la moins chère. Ce qui me permet de rappeler aussi dans les côtés positifs, ayez conscience qu'en France aussi, on a les tarifs les plus bas d'Europe. Hein. Que ce soit en matière de mobile ou matière de fixe, on a les tarifs les plus bas d'Europe. Moi, je peux vous dire que je suis opérateur en Espagne aussi. Je vends 2 fois plus cher en Espagne la même prestation qu'en France. Hein, donc, Nicolas Guérin, par rapport à ce qui était dirigé vers vous, j'entends beaucoup de « on fait un travail complexe, on a des très bons résultats européens et on s'évertue à ». Qu'est-ce que vous prenez à votre compte quand même suite à ces interpellations, j'ai envie de dire, suite au syndrome révélé de Saint-Victor? Alors, moi, je suis arrivé dans France Télécom en 98, d'accord? Donc, je connais très très bien cette maison, je connais bien le secteur. Avant, j'étais SFR. Donc, je prends à mon compte quelque chose qu'on fait très mal depuis 30 ans, depuis que je connais, c'est expliquer et dire les choses. Pas dire les choses pour vous faire plaisir, dire les choses pour dire la vérité. On est toujours un petit peu cette perversion, si je dois faire mon me culpa, qui est d'essayer de faire au mieux. Et en faisant au mieux, on vous promet parfois des choses qu'on va avoir du mal à tenir. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Quoi, quand, et le quand, il faut le tenir. On peut avoir quelques semaines de retard, on peut avoir quelques mois de retard, mais je suis d'accord avec vous, pas quelques années de retard. Donc c'est ça que je retiens très clairement, c'est être plus à l'écoute. On fait beaucoup de visites terrain, on va beaucoup dans les mairies, y compris je veux dire, au niveau du comité de direction d'Orange, justement pour écouter ça, entendre ça, et c'est extrêmement important. Il y a un programme chez Orange qui s'appelle 360 Fibres, qui est sur la fibre, qui justement est de faire remonter toutes ces problématiques de terrain et de dire de manière pragmatique comment on les règle. N'est-ce pas, Michel? On a deux, merci de m'autoriser ça. On a monsieur ici et vous ici. Alors, juste un complément d'information, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres territoires, mais pour le département du Rhône, en fait, pour l'arrivée de la fibre, on a mis en place avec Orange et SFR, qui sont les deux opérateurs, des réunions trimestrielles tout d'abord. Ensuite, semestriel, on en a une bientôt là, début décembre, je crois, de mémoire. Et on fait le point sur toutes les avancées des travaux de la fibre sur tout le département du Rhône. Ensuite, à cette réunion, des comptes rendus sont partis directement à tous les maires de toutes les communes. Et les questions et réponses vont. Et souvent, les maires nous posent les questions à nous sans passer par l'AMF. Et c'est bien mieux comme ça parce qu'on gagne du temps. Et derrière, à ces réunions trimestrielles et semestrielles maintenant, je pose des questions aux opérateurs et Orange a besoin de SFR et SFR a besoin d'Orange en fonction du territoire. Et je ne suis pas là pour les caresser dans le sens du poil, mais cette méthode-là a eu du bon et on a beaucoup plus avancé en disant voilà pourquoi ça ne marche pas, voilà pourquoi ça marche à tous les maires qui veulent bien l'entendre, parce qu'ils ont une telle pression de leurs habitants que les pauvres maires, des fois, n'arrivent pas toujours à assumer tout ça. Parce qu'on croit toujours que c'est toujours de la faute du maire. Mais cette petite méthode-là qu'on a mis en place... Qui était à l'initiative de celle-ci, de cette méthode? Très bien. Vous voilà référent méthode. En accord avec... qui ont bien voulu jouer le jeu. Très bien. Monsieur. Monsieur Guérin, j'entends bien, moi, les contraintes industrielles du groupe Orange, il n'y a pas de souci. De toute façon, ce n'est pas les uns contre les autres, ce sera les uns avec les autres. Et il faudra avancer ensemble. On n'a pas le choix. Ça, c'est clair. On n'a pas le choix dans l'intérêt de la nation et dans l'intérêt de nos habitants. Ça, c'est une chose claire. Moi, je veux juste effectivement bien reposer ici que, encore une fois, quelque part, les élus locaux et les maires sur qui on pose beaucoup de responsabilités, ils sont pas les demandeurs de ce passage et que, quelque part, quoi qu'il arrive, c'est eux qui vont devoir gérer. Parce que c'est eux qui doivent gérer quand vous avez un chef d'entreprise qui vient s'installer dans sa commune
et qui me dit dans mon impasse, tout le monde est raccordé et moi, j'y arrive pas. Alors oui, on met de l'huile, beaucoup d'huile, parce qu'on ne comprend pas, parce que parfois Orange, et encore une fois, j'ai la chance, les opérateurs d'Orange que j'ai rencontrés, enfin tout le monde, les hommes et les femmes qui travaillent pour vous, sont des gens qui sont conciliants et qui font tout pour trouver des solutions. Mais il faut aussi comprendre qu'en tant qu'élu, en tant que maire, je rejoins ce que disait Michel, moi j'ai la même chose par rapport à une coupure d'eau. Une coupure d'eau. 10 minutes après, le téléphone, il sonnait pas, il crépitait, quoi, en disant mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'eau, qu'est-ce qui arrive? Voilà, il faut avoir conscience, j'ai bien conscience, et nous avons conscience en tant qu'élus locaux des enjeux industriels et financiers colossaux. Maintenant, sur vos clients. La question tarifaire, pour le coup, là, désolé, mais c'est aussi des choix industriels d'Orange, et les élus, ils ne sont pas responsables de ça, mais on peut aussi, nous, se dire, effectivement, parfois tirer les prix sur le bas, c'est pas forcément la meilleure des solutions, bon, c'est autre chose, mais il faut aussi que chacun entende les contraintes des uns et des autres, et on a besoin d'accompagnement, nous aussi, l'AMF est là, l'ABICA est là d'une certaine manière, et ça permet d'avancer tous ensemble. Madame la vice-présidente de séance. Non, j'avais une question, ce n'était pas en tant que vice-présidente de la séance, mais en tant que maire, qui suis un peu dépourvue, et comme vous parliez des multi-opérateurs, j'aimerais bien avoir une réponse en sortant. J'ai eu, il y a quelques semaines, Free qui vient me voir, on me parle de la téléphonie mobile, Madame le maire, il faut m'autoriser à monter un pylône à Souston-Plage. Et je leur dis, mais Orange a déjà un pylône. Alors, est-ce qu'on va voir se déployer un pylône par opérateur, ou est-ce que je peux exiger à ce que vous soyez tous sur le même pylône? J'ai aussi la difficulté d'être en zone littorale. Donc, on a aussi, ça c'est des choses qu'il faut qu'on fasse avancer, qui sont peut-être en train d'être avancées, mais il faut que le pylône il soit en zone U. Et en zone littorale, derrière la dune, en zone U, je suis à côté des quelques maisons qu'il y a. Donc évidemment, dans le quartier, personne ne veut du pylône à côté de sa maison. Et donc on a cette difficulté d'implantation pour améliorer encore plus le réseau mobile. Et puis, les pylônes, je suis allée dans certains pays. Alors on me propose un pylône en forme de pin. On me propose des pylônes qui vont pouvoir accueillir des oiseaux. Mais je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse aussi à l'aménagement du territoire paysager. On travaille beaucoup. Hier, on parlait du ZAN. Aujourd'hui, mettre un pylône, c'est aussi de l'artificialisation du sol. Donc, on est aussi à la croisée d'un aménagement urbain et un aménagement de territoire qui n'est pas neutre aussi pour nos populations. Parce qu'on sait aussi que tout le monde veut de la téléphonie mobile, avoir du réseau 4G, 5G. Mais on a aussi l'histoire des ondes qui ne sont pas très loin des préoccupations et du paysage. Donc peut-être que vous allez pouvoir me dire que je peux exiger que tout le monde soit sur le même pylône. Je serais ravie de cette semaine. Alors attendez Nicolas, juste, on a un traité de pylonologie là, qui va s'écrire. Juste avant, est-ce que d'autres personnes souhaitent nourrir l'échange, peut-être sur ce sujet ou un autre? Oui, sur la téléphonie mobile. Oui. Ok, merci de votre confiance. Allons-y, Nicolas Guérin. Alors, sur les réunions, oui, c'est très, très bien. Il y a des circulaires qui ont été adressées par le Bercy aux préfets sur la capacité qu'ont les préfets de convoquer ces réunions, ces commissions locales. Donc, il y a un texte qui incite les préfets à le faire. Donc, je suis désolé, là, je ne veux pas me défausser, mais adressez-vous à vos préfets. Ils savent les monter. Et effectivement, c'est engagé en tant qu'opérateur à nous rendre à ces réunions d'explication, de suivi. Et donc, elles sont très positives. Mais là, c'est plutôt un élu local avec une personnalité ou bien c'est l'association départementale des maires? Alors, l'association départementale des maires est la bienvenue à ces réunions, mais là, c'est l'élu qui peut s'adresser à son préfet. Pour demander au préfet, d'accord. Pour demander au préfet, effectivement, si jamais il voit que ça ne s'organise pas, nous, on s'est engagé effectivement à répondre et à aller à ces réunions. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour répondre à votre remarque. Pour répondre à la vôtre, madame, en fait, non, vous ne pouvez pas contraindre aujourd'hui les opérateurs à se mettre au même endroit. Mais il faut que vous ayez quand même quelques pardon, excusez-moi, je vais prendre mes notes. Quelques chiffres en tête. Aujourd'hui, 46,8% des pylônes sont mutualisés. Et en zone rurale, vous êtes à 59,1% de mutualisation. Donc il y a une mutualisation, ce qui se fait. Et pourquoi? Parce que de toute façon, il y a un texte de l'ARCEP
qui impose le fait que si on a une demande d'accès à un pylône, eh ben, on doit donner accès à ce pylône. Maintenant, il faut que le pylône autorise cet accès, permette techniquement cet accès. Ça, c'est la première problématique. Selon les hauteurs, on peut, selon le poids, excusez-moi, c'est un peu technique, mais on peut accueillir ou pas les opérateurs. On privilégie aujourd'hui plutôt des petits pylônes, parce qu'il y a un problème d'acceptabilité. Et les petits pylônes, si vous ne voulez pas un 50 mètres dans votre commune, les petits pylônes, ils ne permettent pas d'accueillir tous les acteurs. Est-ce qu'on peut compter sur la sincérité du propriétaire de pylône pour être accueillant quant à d'autres... C'est les textes, hein, c'est les textes. Je veux dire, et je vous dis, 59,1% de mutualisation dans les zones rurales. Donc ça marche, ça montre. Et je ne vous parle pas d'itinérance qu'on a avec un autre opérateur qui lui permet d'utiliser carrément nos réseaux sans déployer de pylônes. Il en déploie, je ne dis pas qu'il n'en déploie pas, mais ça lui permet en complément d'utiliser nos réseaux. Donc il y a une vraie mutualisation en France, contrairement à ce qu'on dit, des pylônes. L'autre critère, parce que je ne vais pas le cacher non plus, on parle de transparence, l'autre critère qui fait qu'un opérateur demande à poser un pylône, c'est la nature de sa couverture. La couverture des opérateurs, elle est différente d'un opérateur. On a fait des choix très différents. On fait des choix de qualité de service. La couverture fait partie aussi de la qualité de service. Vous savez qu'en France, la concurrence entre les opérateurs mobiles, elle se fait sur deux choses. Les prix, c'est très rude, parce que les prix sont très bas, et sur la qualité de service et sur la couverture. C'est vraiment, et ce deuxième bloc fait que les opérateurs ont un intérêt aussi à avoir une couverture, une ingénierie, une qualité de service toujours meilleure, mais qui diffère d'un opérateur à l'autre. Donc si vous constatez, il y a un fort taux de mutualisation partout. 2, il y a des différences de stratégie technologique qui justifient des pylônes. Et 3, il y a de toute façon une réglementation qui permet à un opérateur mécontent d'imposer. Vous avez un dispositif français qui est, là encore, je suis désolé, qui ne rougit pas de ce qui se passe dans les autres pays. Qui est favorable donc à cette mutualisation. Et sur votre dernière remarque sur les pylônes pins, les pylônes églises, etc., c'est des expérimentations, c'est des modèles qu'on déploie, effectivement, parce qu'il y a des communes qui souhaitent effectivement que le pylône soit camouflé, entre guillemets. Je peux vous dire, pour la petite plaisanterie, qu'on nous reproche parfois aussi de camoufler les pylônes, parce qu'on nous dit, vous cachez aux gens le fait qu'il y a un pylône et qu'il y a un problème de santé. Donc on aimerait bien un peu de rationnel aussi sur ça, sur le fait qu'on est prêt à faire des efforts d'adaptation, d'environnement, etc. Mais il faut que ce soit admis par tous les concitoyens. On pose chaque année plusieurs pylônes, effectivement pins, pylônes arbres, pylônes même églises, excusez-moi, mais on a même posé des pylônes dans les clochers, parce qu'il se trouve que le clocher est au milieu du village, que pour assurer une couverture, le clocher, c'est bien. Bah oui. Nicolas Guérin, donc prochain rendez-vous pour vous avec les élus. Vous avez été très sollicité, peut-être par le biais de la commission. Je devine que vous êtes invité souvent à rencontrer les maires par ce biais. Je connais très bien Michel, effectivement, j'échange souvent avec lui. Et oui, on fait aussi, et c'est important, des tours de France. On a tous nos représentants de tous les opérateurs qui sont présents en local et qui sont à l'écoute des maires. Après, il n'y a pas de solution miracle. C'est juste ça que je voulais partager avec vous. C'est encore une fois investissement, situation économique, etc. Mais donc, encore plus parce qu'on a cette situation économique, technologique, cette ambition commune, il faut qu'on continue à échanger, qu'on travaille ensemble, qu'on soit plus à votre écoute, monsieur l'adjoint maire de Saint-Étienne, je suis d'accord, qu'on soit plus à votre écoute, mais par pitié, essayons de nous comprendre réciproquement. Voilà, c'est surtout ça le message que je voulais, essayons de nous écouter réciproquement. Monsieur le ministre, je vais vous proposer de venir ici tranquillement, en toute simplicité. Je vous donne un micro. Un des deux présidents de séance va vous dire ce qui s'est passé jusqu'ici. Peut-être vous reporter des questions issues même de ce cénacle. Et deuxièmement, les préoccupations, voire les obsessions de l'AMF autour de ces questions de couverture dont vous avez désormais le magistère ou la paternité. Michel. Non, Michel, allez-y. C'est plutôt à vous de briefer notre invité. Voilà, j'ai discuté juste à l'instant avec Monsieur le Président. Et effectivement, même si j'ai compris ce qu'étaient les enjeux, les questions de manière générale, un petit briefing. Ensuite, moi, je vais me permettre de faire une petite remise en perspective et je tenterai de répondre à toutes les questions auxquelles je suis en capacité de répondre. Et peut-être que certaines seront renvoyer à une instruction un petit peu plus précise d'un point de vue technique. Absolument, oui, il y a un échange. L'intérêt de ce forum, c'est de permettre aux maires de remonter directement ces questions
en présence du ministre. Alors, vous aviez eu un petit peu de retard, mais les questions ont été remontées. Et donc, avec Frédéric, nous allons nous faire le porte-parole de ces préoccupations qui sont celles nationalement de l'AMF, mais qui sont le résultat des remontées du terrain. Le premier point qui a été souligné, c'est la qualité énorme des progrès qui ont été réalisés. Ça a été rapporté. La couverture s'est améliorée, couverture fixe, couverture mobile. La qualité globalement s'est améliorée. Et quelque part, on peut tous en revendiquer une partie de la paternité ou pas de en premier, hein. C'est pas ce qui a été dit en premier. Non, mais ça, c'est un constat objectif. Mais du coup, le corollaire de ce constat-là, c'est que ce qui ne marche pas devient d'autant plus irritant et que du coup, les Français sont aujourd'hui beaucoup plus exigeants par rapport au numérique dans la société. C'était mon point d'introduction qui a évolué. Donc autour de ça, très, très, très rapidement, une liste de courses. Je pense que ça sera le plus simple. Et puis, on prendra livraison ensuite dans le drive ministériel de ce que vous nous aurez donné. Sur le décommissionnement du cuivre, le premier point, c'était le maintien de la qualité du cuivre jusqu'au bout, en dépit des contraintes financières et des contraintes techniques que ça induit. C'est une véritable communication nationale et le terme de communication a été abordé par l'ensemble des collègues. Nous devons disposer des informations nécessaires pour les transmettre à nos concitoyens. Et dans le cadre du décommissionnement, cette communication nationale est une demande, même s'il y a des supports aujourd'hui. On n'a pas l'équivalent de ce qu'il y avait sur la TNT. Voilà pour le décommissionnement. Sur la couverture mobile, une grande préoccupation. Le New Deal mobile a été un succès évident. Depuis pratiquement 1 an et demi maintenant, nous alertons les gouvernements précédents de la nécessité de poursuivre cette politique. Et très factuellement, l'ANCT vous a transmis une note, ou a transmis en l'occurrence une note au ministre précédent, établissant en quelque sorte un bilan du New Deal et surtout établissant les perspectives avec notamment les besoins identifiés pour compléter la couverture du territoire. Cette note, nous n'en disposons pas, nous n'avons pas eu la possibilité d'y avoir accès. Nous demandons à l'avoir de façon à partager justement ce diagnostic et qu'ensemble, nous puissions envisager la suite. Voilà pour ce qui concerne ça. Et puis, donner également, dans le cadre de ce New Deal, vous êtes arrivé au moment où la question de la mutualisation se posait. Aujourd'hui, lorsqu'un pylône doit être installé sur une commune, si ce pylône respecte les règles de l'urbanisme, le maire n'a aucun autre choix que de signer la déclaration préalable. Nous souhaitons que les maires puissent être consultés, être capables de négocier avec les opérateurs. Ça se fait la plupart du temps en très bonne intelligence. Il y a des moments où ça coince un peu, de la faute des opérateurs ou de la faute des maires. Il peut y avoir des changements aussi d'attitude dans les mairies. Et enfin, sur la fibre, la confirmation des engagements pris par l'État, notamment sur les conventions de financement, et puis globalement, la garantie d'un déploiement dans les temps. Je vous répète ici ce qui a été dit, c'est-à-dire vraiment la volonté de travailler en bonne intelligence, chacun à notre place, respectueux des enjeux économiques des opérateurs, respectueux des enjeux d'aménagement du territoire qui sont les collectivités. Un collègue expliquait que, et j'ai beaucoup apprécié la formule, le maire était un entrepreneur du territoire. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très juste, qui nous rapproche finalement des autres entrepreneurs. Et enfin, le rôle de l'État qui a bien avancé sur ce dossier-là et qui est pour nous un partenaire de confiance nationalement. Mais je tiens à souligner devant vous le rôle extrêmement important du corps préfectoral et de l'action des préfets et des sous-préfets sur le terrain en partenariat avec les collectivités. Voilà notre liste des courses, elle est un peu pleine. Elle sera complétée sur un petit point avec Frédéric Charpenel, maire de Soustran. Oui, Monsieur le ministre. Non, juste pour peut-être apporter aussi de manière très précise notre vécu de maire et ce qui a été exprimé ce matin, c'est qu'aujourd'hui, on peut évidemment se féliciter de ce déploiement du très haut débit, mais la parole, c'est qu'on ne peut pas laisser même 2%, 1%, 0,5% de la population à l'écart du haut débit, parce qu'aujourd'hui, on se forme numériquement. Toutes les formalités, même administratives, se font de manière numérique. Et on parlera, ce n'est pas le moment, mais de la fracture numérique, c'est un autre sujet, mais qui est au cœur de nos préoccupations aussi de maire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le très haut débit,
la couverture mobile, c'est au même niveau, si on prend l'échelle de Maslow, c'est au même niveau que l'eau et l'électricité. Et qu'on a cette obligation publique et privée de pouvoir satisfaire à ce 100% et pas à ce 99,5% si ça devait être là. Donc ça, c'était la première chose. Et puis on a beaucoup parlé du décommissionnement du cuivre. Et notre difficulté, et ce qu'on voulait dire aussi en tant que maire, c'est qu'on ne peut pas porter seul l'information de ce décommissionnement. Déjà, le mot décommissionnement, il faut déjà l'expliquer. Ce n'est pas tout à fait l'arrêt, ça serait beaucoup plus simple. Moi, si j'ai quelqu'un dans mon bureau, ça sera l'arrêt du cuivre, hein, ça ne sera pas le décommissionnement du cuivre. Mais c'est ça, donc c'est ce que tu disais, Michel, d'avoir aussi une campagne nationale sur cet arrêt du cuivre, qui a été celle qui avait été sur le basculement sur la télévision. Ça s'est très bien passé. Mais je crois que ce n'est pas à nous à aller porter... on a beaucoup de choses, on a les épaules larges, mais la question du numérique, c'est aussi quelque chose qui est encore rajouté dans notre besace. Une communication publique communication nationale, et je crois que bien entendu c'est le portage de l'AMF. Okay. Mais comme toujours, les maires, nous sommes au cœur de l'ensemble de ces dispositifs. Mais le message aussi, c'est qu'on ne peut pas non plus tout faire, mais qu'il y a aussi l'exigence des citoyens et notre exigence conjointe de l'État de pouvoir être à 100%. Parce que, comme je le disais en introduction, vous avez beau expliquer techniquement qu'on est sur du raccordement complexe, une prise complexe, qu'il y a une évolution démographique, ce n'est pas entendable par nos citoyens. Et il a été question de financement, mais je crois que vous avez des rendez-vous à prendre avec Orange là-dessus. Monsieur Ferracci, je vous rappelle le thème de notre échange de façon générale, achever la couverture numérique de nos territoires, encore un effort. Merci de traiter point à point ou de façon synthétique, avec instruction ultérieure, les remontées de notre auditoire du jour. Merci à tous, merci pour les échanges, merci pour l'organisation de cette table ronde. J'aime bien le titre parce que je ne vais pas rester trop longtemps sur ce qui a été fait, vous l'avez dit, mais il faut quand même qu'on mesure le chemin qui a été parcouru depuis 2013 et ensuite depuis 2018 sur l'enjeu de la téléphonie mobile, avec des taux de couverture qui sont aujourd'hui supérieurs sur les deux aspects d'ailleurs, de l'aménagement numérique du territoire à ce que l'on trouve dans les autres pays. Donc c'est aussi un motif de fierté, et j'inclus tous les acteurs de ces dernières années, à la fois les opérateurs, l'État et évidemment les collectivités territoriales. Sur quoi on peut s'appuyer en termes de méthode pour achever la couverture numérique du territoire? D'abord, je pense qu'on peut s'appuyer sur la méthode, c'est-à-dire sur ce triptyque qui lie l'État, les collectivités, les opérateurs. Rappeler, je pense que ça a été dit, mais il est dans mon rôle de le rappeler, que l'État a beaucoup investi, tant sur le plan réglementaire, parce qu'il y a cet enjeu de cadrer les choses, mais également sur le plan budgétaire, pour avancer à la fois sur la fibre et sur le numérique. On a renoncé à 3 milliards d'euros de recettes de licences de fréquences contre les engagements de couverture mobile qui ont été portés par les opérateurs. C'est un coup d'opportunité, évidemment, mais qui est, à mon avis, gagnant à la fin. Et puis l'État, vous le savez, finance à hauteur de 3,5 milliards d'euros les collectivités pour le déploiement de la fibre. Donc je pense qu'il y a l'idée de ce travail collectif. Et aujourd'hui, 2025, c'est une année charnière, une année d'aboutissement. On a besoin, évidemment, de faire ce travail, Madame le maire, vous l'avez bien décrit, bien explicité, ce travail du dernier kilomètre, passer de 99 à 100, c'est évidemment beaucoup plus difficile que de passer de 0 à 1. Et ça, tout le monde en a bien conscience, c'est plus difficile opérationnellement, c'est plus difficile donc budgétairement, et parfois c'est plus difficile politiquement également. Je pense qu'il faut bien avoir conscience de ça. Donc, ce que aujourd'hui l'État s'engage à faire, vous le savez, c'est à trouver toujours les leviers pour faire ce dernier kilomètre, et en particulier pour accélérer le déploiement mobile. Donc on va avoir une fenêtre législative, et c'est pour ça que c'est important qu'on s'en parle aujourd'hui, une fenêtre législative qui est le projet de loi de simplification.
simplification économique, mais que nous ne priverons pas d'enrichir avec des éléments qui touchent à nos sujets, parce que je considère que le déploiement des infrastructures numériques est un enjeu de développement économique. Et donc, en faveur de l'aménagement numérique du territoire, nous aurons cette fenêtre d'opportunité dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, et j'espère que nous aurons l'occasion de nourrir des propositions que vous portez. Et puis, il y a le sujet, vous l'avez évoqué, du 100% très haut débit, c'est-à-dire permettre à chacun de s'équiper en très haut débit. Alors c'est l'objectif du guichet cohésion des territoires, et ce sera également l'objet des travaux qui ont été menés sur la fibre, avec l'idée de mettre une expérimentation en place, dotée de 16 millions d'euros, pour permettre, et là je vais introduire un élément qui me paraît important dans la sémantique, permettre à tous ceux qui le souhaitent d'obtenir le raccordement privé en matière de très haut débit. Je pense que c'est important qu'on se le dise et qu'on soit dans cette logique de 100% de ceux qui le souhaitent. Parce qu'il y a des gens qui ne le souhaitent pas forcément pour des raisons diverses et variées. Et même si, vous l'avez bien dit, le numérique est devenu quelque chose d'absolument fondamental, presque existentiel dans la vie, dans le quotidien de nos concitoyens, il faut aussi tenir compte de ce que sont les enjeux d'avoir le 0,1% définitif. Et s'il correspond à des gens qui n'expriment pas de besoin, on est voilà. Je voulais juste apporter cet élément parce que la logique dans laquelle nous sommes, c'est quand même une logique de faire à la demande. Et c'est ça, au fond, le sens de cette expérimentation qui va permettre la mise en place d'une aide pour les raccordements en domaine privé. Et donc, nous avons un financement dans le cadre du budget à hauteur de 16 millions. Alors, je vais essayer de prendre les points tels qu'ils ont été évoqués. Sur le décommissionnement du cuivre, je vais aussi parler de la fermeture du cuivre, moi, pour être un peu plus direct. Là aussi, l'État sera en soutien. L'enjeu de communication, il est très important, il est essentiel. Vous le savez, l'État a mis en place un site Internet. Alors vous allez me dire, un site Internet, ça n'est pas une campagne nationale, certes, mais c'est quand même un élément qui, d'abord, est un élément structurant pour permettre la communication et la consolidation des informations sur ce sujet, pour accompagner la transition des Français vers le très haut débit. Et vous le savez, ce site qui s'appelle trèshautdébit.gouv.fr, je ne sais pas si le nom a déjà été prononcé aujourd'hui, je l'imagine bien, mais je me permets de le redire, trèshautdébit.gouv.fr, qui répond à toutes les interrogations, à la fois celles des particuliers, des entreprises et évidemment des administrations et des collectivités. On a par ailleurs essayé de prolonger dans ce chantier qu'est la fermeture du cuivre, de prolonger la méthode coopérative, collaborative qui fonctionne depuis maintenant près d'une dizaine d'années, en demandant plus précisément au préfet d'organiser des comités de concertation locaux, de faire en sorte que ce dernier kilomètre fasse l'objet d'une appropriation par les acteurs du territoire. Donc il y a également une circulaire qui a été transmise au préfet à cette fin, et avec l'idée aussi de ne pas être uniquement verticaux et d'avoir des retours sur la mise en œuvre du plan. Moi, je suis très ouvert en tant que ministre en charge des infrastructures numériques sur les leviers qui permettent d'atteindre cet objectif de dernier kilomètre dès lors qu'on est d'accord sur l'objectif, à savoir le faire à la demande. Sur la communication, comme je le disais, l'État a quand même pris sa part. Est-ce qu'une campagne de communication nationale se justifie ? J'entends la revendication. J'ai envie, de manière un petit peu de passer un petit peu le bébé aux opérateurs également, parce que c'est, je pense, également de leur intérêt de permettre d'aller jusqu'à ce dernier kilomètre. Mais pour vous dire vraiment que sur ce sujet, nous, on ne souhaite pas perdre une méthode qui gagne. Le chemin est devant nous concernant la fermeture du cuivre définitive. Le chemin est devant nous concernant le raccordement de la fibre à tous ceux qui le souhaitent, mais ne changeons pas de méthode. Je pense que la planification, les échanges entre les acteurs
et les maires et les opérateurs sont des choses qui fonctionnent, et l'État est ouvert à des ajustements en fonction des retours d'expérience. Mais moi, je veux qu'on puisse documenter ces retours d'expérience. Je sais que ça a été l'objet de vos échanges. Et puis, alors, sur cette je ne vais pas prendre d'initiative ou de décision sur cette note de la NCT. Je ne sais pas quel est le degré de sensibilité du sujet. Donc, on va regarder, on en discutera peut-être avec Zacharia sur ce sujet. Voilà, mais vous dire que je pense qu'on ne doit pas, dans le moment actuel, on ne doit pas, sur les derniers mètres, les derniers hectomètres que nous avons à parcourir, on ne doit pas remettre en question une méthode qui a fonctionné. Je reviens parce que ce point a été soulevé, je ne voudrais pas passer à côté sur le sujet de la mutualisation. Bon, là aussi, moi je suis en attente des retours de terrain. On va les instruire. Mon engagement que je prends ici, c'est que toutes les difficultés qui sont remontées du terrain, on puisse les instruire dans des délais assez brefs. Ma conseillère en charge du numérique est là, qui nous écoute et qui a également, je crois, participé, en tout cas, a été à l'écoute des échanges et a bien pris les points. Moi, je ne suis pas là pour prendre des décisions sur siège devant un auditoire ou un parterre, mais en revanche, mon engagement, c'est qu'on aille au bout des sujets. Et l'État sera à votre écoute et dans l'action, pas simplement à votre écoute, mais dans l'action, pour faire en sorte que, en respectant ces deux principes d'une couverture à la demande de tout le monde sur le mobile, évidemment, c'est le sujet des pylônes, et sur le raccordement à la fibre, et en conservant la méthode qui a été menée, eh bien, on fasse ce dernier kilomètre. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent, collectivement, et on va essayer de faire en sorte d'être de nouveau et toujours à l'avant-garde sur ces sujets-là. Je vous remercie. Merci, restez bien en place. On va se servir de vous encore pendant une dizaine de minutes avec Michel et sa collègue. Vous évoquiez juste un territoire démonstrateur il y a quelques minutes. Alors, l'expérimentation. Oui, c'est où, c'est quand, c'est quoi? Non, l'expérimentation, aujourd'hui, on a dégagé la ressource budgétaire, enfin, en tout cas, quand le projet de loi de finances sera adopté, ce que l'on espère. Mais en revanche, sur les modalités de l'expérimentation, il y aura une sélection des territoires, sauf s'il y a des informations qui sont déjà que je n'ai pas eues de ciblage, mais on est encore en présélection. Pardon ? Ben voilà, il faut... Oui, l'expérimentation portera sur les premiers lots de fermeture du cuivre. D'accord. C'est l'objectif de permettre la transition. Donc on a déjà identifié les territoires en question. L'objectif justement, c'est de viser les premières communes qui fermeront le cuivre en 2025 et 2026. Donc c'est la liste qu'Orange a fournie aux communes. D'accord. Donc il faut se tourner vers Orange. Eh bien, ça se fera hors plénière. Peut-être une question sur votre appétence quant à ces sujets. Est-ce que vous aviez, par rapport à l'aménagement numérique du territoire, déjà 2-3 convictions à travers votre parcours? Et est-ce que vous allez offrir une vision à un moment, justement, aux élus? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est plus tard? Écoutez, moi, je vais vous raconter une anecdote. Vous le savez sans doute, peut-être pas. J'accompagne le président de la République depuis un certain temps déjà. Et durant sa campagne de 2017, j'étais en Corse. Il faisait un déplacement de candidat et nous nous sommes retrouvés à discuter avec un maire d'une commune locale. Peut-être que ça rappelle des choses à certains. Et à l'époque, Emmanuel Macron, devant moi, devant d'autres personnes, avait demandé à ce maire, « Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre les problèmes des habitants de votre commune ?» Il n'a pas parlé, le maire, d'accès aux soins, d'emploi. Il a dit, vous savez, nous, quand on franchit le virage à la sortie du village, on ne peut même plus envoyer un SMS. Et moi, mon engagement et ma conviction que l'aménagement numérique du territoire, j'aime bien l'idée de la pyramide de Maslow. Quand vous formulez l'idée que la première des priorités, c'est de donner accès à la couverture numérique, en l'occurrence mobile, vous avez touché du doigt l'enjeu pour nos concitoyens. Alors, il se trouve que c'est la Corse, que c'est un territoire qui est cher à mon cœur, et donc ça a d'autant plus marqué ma prise de conscience. Mais ce sujet, il vient de loin chez moi. Et à l'époque, j'ai beaucoup échangé, notamment avec Julien de Normandie, sur ces sujets-là. Je suis absolument convaincu
que derrière ces enjeux d'aménagement numérique du territoire, il n'y a pas que des enjeux de bien-être, il n'y a pas que des enjeux d'être capable d'utiliser son portable, être capable d'avoir une connexion Internet de qualité. Il y a des enjeux de développement économique, il y a des enjeux de développement industriel. On ne sait pas parler de la 5G industrielle, mais pour moi, c'est un des chantiers également qui me semble constituer un levier de productivité, de gain de compétitivité pour nos entreprises absolument essentiel. Et ça signifie également avoir une réflexion sur les infrastructures. Donc moi, je prends le sujet à la fois du point de vue de nos concitoyens et des élus, je le prends aussi en tant que ministre de l'Industrie comme un levier d'efficacité économique et de compétitivité industrielle. Donc soyez convaincus de mon engagement à ce sujet, il vient de loin et il va se poursuivre. Par rapport à cette rencontre en face à face, est-ce que vous laissez entendre que vous êtes prêt à prendre avec vos collègues, vos collaborateurs, des dossiers singuliers de maires qui ont fait le déplacement à Paris pour venir porter une difficulté locale et faire avancer le sujet ultérieurement en chambre? Là, on a un sujet de méthode. Moi, je suis venu avec les membres de mon cabinet qui gèrent les choses de manière globale, qui parfois, évidemment, traitent des dossiers spécifiques. J'ai envie de dire, les informations, on les prend. Est-ce qu'on les traite à notre niveau ou est-ce qu'on les fait redescendre au niveau des services concernés? Tout ça est à discuter, mais en tout état de cause, évidemment, les dossiers peuvent être transmis. Merci beaucoup, Michel. Et puis, on a une ou deux prises de parole derrière le ministre. Non, dans ce qu'a dit le ministre et donc la perspective qui a été donnée, moi, je suis particulièrement, et nous, l'AMF, nous sommes particulièrement sensibles à un point. Vous avez évoqué Julien de Normandie, qui a été pour nous vraiment le ministre le plus engagé dans ces enjeux du numérique. J'ai souvenir, et Bruno doit s'en souvenir aussi, d'un ministre rester 1h30 sur place, échanger, être investi dedans. Si vous vous réclamez de cette filiation, c'est un signe positif pour nous. Mais je suis heureux et je lui transmettrai le message. Peut-être que des gens lui ont déjà envoyé un SMS pour lui dire ce qu'on est en train de se dire. Mais je pense effectivement qu'à la fois en termes de détermination, d'engagement et de méthode de travail, parce que la détermination et l'engagement, quand on ne sont pas au service d'une vision et d'une méthode et appuyés par une méthode, ça n'aboutit pas forcément. Voilà, et je continue à échanger avec lui sur le sujet. Monsieur le ministre, bonjour. Adel Laoumadi, DGS de la commune de Bouigny, 6000 habitants dans le sud de Mayotte. Votre discours résonne beaucoup en moi et je ne vais pas forcément parler au nom du département, mais je pense que toutes les 17 communes de Mayotte sont présentes ici à Paris cette semaine. Et c'est aussi pour, je pense, faire remonter beaucoup de réalités, en tout cas, de notre territoire. Et tout à l'heure, j'évoquais effectivement notre situation, donc un territoire qui est insulaire, mais à la fois résilient et très dynamique. C'est un territoire qui a été consulté 3 ou 4 fois, si je ne me trompe pas, pour confirmer leur appartenance à la France. Et donc le raccordement, on parle bien de raccordement ici à la France, en tout cas pour notre cas. Et en 2009, ça a été confirmé encore pour la énième fois. Et on a un territoire qui rattrape un développement de peut-être 70 ans par rapport aux autres départements d'outre-mer, et nous, on le rattrape en 20 ans. C'est là où j'explique justement ce dynamisme. Et actuellement, donc, il y a ce projet de raccordement et de couverture du réseau de haut débit et très haut débit. Pour comparaison avec le territoire national, si je ne me trompe pas, c'est 60% à peu près de raccordement au très haut débit, à la fibre. Chez nous, c'est, je pense, moins de 10%. On est vraiment très très loin, mais en même temps, c'est quelque chose qui arrive assez vite et tout le monde fait en sorte de suivre le rythme. Donc ma question, elle est à ce niveau-là, une enveloppe demandée, du coup, en tout cas la part de l'État, la participation de l'État a été estimée à 50 millions d'euros pour le développement donc, de la fibre sur Mayotte, en tout cas la couverture. Et donc, on vous demande aujourd'hui, enfin la question elle est là, est-ce que cette enveloppe on peut espérer qu'elle soit maintenue, puisque les dernières nouvelles qui étaient sorties, c'était une confirmation de 13 millions d'euros, je crois, pour l'année 2024, et je crois que ce n'est pas encore encaissé en tout cas. Et donc, est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui qu'on pourra toujours espérer sur cette enveloppe de 50 millions d'euros qui, je pense, devrait être déployée par l'ANCT? Merci.
Bon, je ne vais pas vous répondre là parce qu'il faut que je reboucle sur ce qui a été décaissé. Pardonnez-moi, Zakaria Alayan avait déjà donné des éléments de D'accord. réponse et par ailleurs, monsieur est venu exprès pour vous voir, donc c'est pour ça qu'il insiste un petit peu. D'accord, Voilà. je comprends. C'est un sujet qui touche mon ministère, qui touche aussi le ministère des Outre-mer. J'en ai déjà discuté avec François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer, et on a bien pris le sujet. On a besoin là d'encore un petit peu de concertation. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement en contact avec mon cabinet et qu'on vous fasse une réponse directe dès lors qu'on est en capacité de vous la faire. Mais le contact direct, vous le faites aujourd'hui. Dernière parole issue de cette audition, on peut dire ainsi. Votre collaboratrice, nous sommes de se dépêcher. Monsieur, vous êtes prévenu. Non, je ne lâche pas. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur le ministre. Je suis adjoint au maire à la commune de Pamandzi, Mayotte. Et je me retrouve dans une situation très difficile parce que on a une population très jeune, demandeur d'évoluer, et en manque de moyens, nous sommes un peu débordés avec mon maire. Donc nous sommes porteurs de projets sur les maisons du numérique, les 5 projets, les 5 communes qui portent le projet de maison du numérique et de la création. Et on a entamé le projet. Au milieu du projet, plus de financement. Donc là, nous sommes en phase d'études, on a fini presque les études, mais pour finir le projet, on est coincé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Merci beaucoup. Bon, je ne connais pas le contenu du projet ni le plan de financement et les modalités de financement. Donc là aussi, je ne sais pas si c'est un sujet... On n'aura jamais autant entendu une collaboratrice. Et je comprends que on me dit que c'est plutôt chez la secrétaire d'État au numérique, puisque ce ne sont pas des projets d'infrastructure sous votre contrôle. Ce n'est pas un projet d'infrastructure, c'est un projet de maison de numérique. Donc il va proposer des services ou proposer des espaces d'appropriation. Donc ce n'est pas un sujet qui est directement dans mon ministère, c'est Clara Chapaz. On peut vous mettre en relation avec son cabinet très facilement pour avoir quelques éléments de réponse sur ce sujet-là, la secrétaire d'État au numérique. Marc Ferracci, merci. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2025? Et Frédéric Charpenel sera celle qui terminera cet échange. Moi, j'ai envie de dire continuer, parce qu'il ne faut encore une fois pas remettre en question ce qui a été fait. Faire en sorte que les gens continuent sur cette méthode coopérative, collaborative. Faire en sorte qu'on valorise les choses aussi. On a parlé de communication, et c'est un vrai sujet. Je pense que la communication, c'est aussi mettre à disposition des citoyens des informations sur ce que sont les possibilités de connexion, de connectivité dans des communes qui sont parfois des communes de la France rurale, pour donner cette information qui est aussi une information qui est une composante de l'attractivité des territoires. Moi, je suis convaincu qu'une partie de l'attractivité des territoires passe par le numérique. Donc si vous deviez me sauter quelque chose, c'est que se concrétise la prise de conscience par nos territoires, par nos citoyens dans les territoires, que le numérique est un atout formidable pour développer et pour aller vivre un peu partout en France. Frédéric Charpenel pour les derniers mots de cette matinée. Alors moi, on m'a toujours appris qu'on ne parle pas après un ministre. Oui, mais alors Michel nous a donné l'autorisation. Il faudrait qu'il me donne l'autorisation. Je ne formalise absolument pas et vous êtes la bienvenue, madame. Allez-y. Non, mais moi, je voudrais redire comme ces temps d'échange sont précieux dans ces congrès, dans ce congrès des maires, parce qu'on apprend, et je crois que on a tous à gagner de ces échanges de proximité entre les opérateurs et ceux qui, au service de l'État, sur les politiques, accompagnent les territoires à mettre en œuvre ces politiques structurantes. Et je voulais vous remercier au nom de l'ensemble de l'Assemblée d'avoir pris du temps dans votre journée pour venir aussi écouter la voix de nous, les maires, qui sommes toujours à qui on vient toujours pousser la porte pour n'importe quel sujet. Et notamment, on voit bien qu'au fil des ans, il y a des thèmes sur lesquels on ne savait pas qu'on allait être
interroger. Et le numérique est le dernier pas, le dernier kilomètre, le dernier mètre. Aujourd'hui, ça fait partie des préoccupations de nos habitants parce qu'ils ont le voisin qui ont la fibre et qu'eux l'ont pas, parce qu'en effet, on passe un virage. Moi aussi, j'ai une forêt et à un moment donné, je sais qu'entre Souston et Saint-Jour, je dis, écoute, dans 2 minutes, la conversation sera coupée, je te rappelle dans 10 minutes. Donc, on a tous ces réalités quotidiennes et je crois que c'est important qu'on puisse échanger ces réalités quotidiennes au service d'une stratégie d'État et de la République. Voilà. Merci. Faisons le dernier kilomètre ensemble. Merci.